Merci beaucoup, M. Costa. Et merci aux organisateurs pour cette invitation. Ça me fait très plaisir d'être à Toulouse ce soir. Donc je viens de Caen. On dit que j'ai un petit peu changé, pour que ce soit plus explicite. C'est comment les troubles de la mémoire nous font mieux comprendre la mémoire. Ça va être le fil conducteur. On va parler de troubles de mémoire, de maladies de la mémoire, pas de toutes les maladies, mais de certaines, avec l'enjeu d'essayer de mieux comprendre la mémoire. Donc, ça va être des pistes plus pour. Je ne vais pas vous faire un cours, une espèce de condensé de toutes les maladies de la mémoire, mais le fil conducteur, c'est d'essayer de mieux comprendre la mémoire humaine à partir de ces pathologies. Et moi, comme l'a dit M. Costa, je dirige une unité de recherche de l'INSERM qui se trouve à Caen. Et mon laboratoire se situe à la fois sur la gauche de la diapo, dans un centre qui s'appelle Cicéron. C'est le groupe GIP, c'est-à-dire le groupement d'intérêt. Puis l'autre partie de mon laboratoire se trouve dans l'hôpital, et dans différents services de l'hôpital. Et donc, la problématique, c'est de faire le lien entre ces malades qui viennent à l'hôpital et puis Cicéron, qui est un centre d'imagerie cérébrale, notamment d'imagerie cérébrale. Et on utilise des grandes machines comme ça, des scanners sophistiqués pour étudier, en l'occurrence pour ce qui m'intéresse moi, le cerveau. Et il se fait que je suis également directeur actuellement du GIP Cicéron. Mon unité est hébergée dans ce GIP que je dirige. Bon, le GIP, c'est un groupement d'intérêt public qui regroupe les grands organismes comme l'INSERM, le CNRS, le CEA, l'université, les écoles, etc. Bon, on va utiliser dans mon unité pour comprendre la mémoire, bien sûr, des examens de la mémoire. On va mesurer la mémoire, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse en premier lieu. Et puis, on va utiliser en même temps différentes techniques, des techniques d'électrophysiologie, surtout des techniques d'imagerie cérébrale. Donc, comme des IRM sur la gauche, sur la droite, c'est un PET scan, une tomographie par émission de positons. Et avec tout ça, on va faire ce qu'on appelle de l'imagerie multimodale. C'est-à-dire qu'on va utiliser différentes modalités d'imagerie pour comprendre à la fois l'anatomie de la mémoire et puis le fonctionnement du cerveau pendant des tâches de mémoire. On va essayer d'utiliser ces différentes données pour mieux comprendre ce fonctionnement de la mémoire. Alors, je fais un petit tour dans l'histoire, rapide. Je ne vais pas remonter très loin dans le temps, mais là, je remonte à une période qui est très intéressante, qui est la période de la deuxième partie du 19e siècle, avec sur la gauche un auteur qui est assez emblématique du sujet que je traite aujourd'hui. Il s'appelle Théodule Rigaud, qui était professeur, vous pouvez parler du Collège de France, qui était professeur au Collège de France, qui était à la fois un philosophe, un physiologiste, et qui a écrit plusieurs livres, dont l'un s'appelle Les maladies de la mémoire. Et justement, dans ce petit livre, qui est paru en 1885, Les maladies de la mémoire, eh bien, Rigaud dit la chose suivante. Il dit que, en fait, la méthode pathologique, ce qu'il appelle la méthode pathologique, le fait d'examiner les patients, c'est un moyen privilégié pour comprendre les maladies diverses, et notamment les maladies de la mémoire. Alors, au milieu de la photo, c'est des prises de vue, là, c'est moi qui ai pris ces photos à Moscou. Et l'auteur dont vous voyez le visage dans un vitrail s'appelle Sergueï Korsakov. Sergueï Korsakov, c'était un grand neuropsychiatre russe de la même période. Donc en dessous, vous voyez, c'est la clinique, son ancienne clinique, parce que maintenant c'est plus une clinique. Et puis, donc j'ai retrouvé ce vitrail de Korsakov à Moscou. Alors, Korsakov est assez emblématique de cette façon de faire. Il a décrit un syndrome qu'on appelle maintenant le syndrome de Korsakov. Il a décrit chez des grands buveurs de vodka. On peut dire que la neuropsychologie de la mémoire, elle est née dans la vodka. Elle est vraiment née dans la vodka, c'est des très grands buveurs de vodka. Et Korsakov a fait un examen tout à fait remarquable de ses patients. Donc, il montre que ces patients
soit amnésique. Ça, c'est la description du syndrome de Korsakoff. Mais en même temps, il montre, c'est ça peut-être le plus intéressant, le plus fin sur le plan clinique, il montre que ces patients ont des capacités mnésiques préservées. Ça va être ça, en fait. Le comprendre la mémoire, c'est voir chez les amnésiques que des amnésiques peuvent apprendre. Alors, il décrit notamment dans un texte qui est célèbre pour les gros psychologues qui s'intéressent à ça, c'est que, vous voyez, il fait la visite dans un hôpital. Donc, vous savez ce que c'est que faire la visite à l'hôpital. Quand on est à la grande ville d'hôpital, il y a les médecins qui passent le matin, les internes, les externes, etc. Ils passent, ils voient les malades les uns après les autres. Donc, il arrive dans une chambre où un patient présente un syndrome de Korsakoff et il avance la main vers lui, il lui dit bonjour, le malade lui dit bonjour, et puis il revient un petit peu plus après être passé dans d'autres chambres, il revient vers lui, vers le même malade, il avance la main vers lui, et le malade ne lui dit pas bonjour. Le malade est gêné, il ne dit pas bonjour. Alors, il s'adresse au malade, il dit est-ce que vous m'avez vu? Non. Donc, vous voyez, le malade est perturbé parce qu'il est amnésique, donc il dit au médecin je ne vous ai pas vu, mais pourtant il ne dit pas bonjour. Parce qu'on ne dit pas deux fois bonjour. On ne dit pas deux fois bonjour. Quelqu'un qui revient 2 minutes après. Et donc, quelque part, dans son esprit, il a le souvenir d'avoir vu le médecin, vous voyez, ce malade. Donc, il ne peut pas l'exprimer explicitement, mais pourtant implicitement, on voit bien qu'il a quelque part le souvenir d'avoir vu le malade. Donc il y a tout un développement théorique, évidemment avec les moyens de l'époque. Donc Korsakoff dit il a manifestement le souvenir dans son âme, sans pouvoir l'exprimer. On dirait évidemment pas ça aujourd'hui, mais ça montre bien quand même le degré de réflexion entre ce qu'on appellera aujourd'hui une mémoire explicite qui est atteinte dans le syndrome amnésique, et puis une mémoire implicite qui continue de fonctionner. Et on a là une dissociation entre deux facettes de la mémoire. Puis sur la droite, c'est un autre chercheur russe, qui s'appelle Pecherev, c'est certainement le premier à avoir parlé d'une structure du cerveau dont je vais vous parler à plusieurs reprises, qui s'appelle l'hippocampe. Alors en fait, on a 2 hippocampes dans le cerveau, un à gauche, un à droite. C'est des structures qui font à peu près 8 cm de long, qui sont enroulées sur elles-mêmes, un peu comme l'animal marin, c'est pour ça qu'on appelle l'hippocampe. C'est à la face interne des lobes temporaux, et vous allez voir pourquoi c'est très important. Alors là, c'est une histoire, j'ai passé très rapidement les années pour arriver aux choses modernes. C'est une autre histoire. Alors c'est une autre histoire qui permet d'appuyer aussi sur la singularité de ma discipline qui est la neuropsychologie, avec un duo entre une clinicienne chercheuse qui s'appelle Brenda Milner, qui est tout en haut à droite, qui est une psychologue d'origine anglaise, qui a fait sa carrière à l'Institut neurologique de Montréal, qu'on voit en photo. Si vous êtes à Montréal, ça fait partie de l'université McGill, c'est un grand bâtiment très très célèbre. Et puis dans le petit cartouche là, c'est un patient qui s'appelait HM. HM, vous voyez, HM. Et si vous êtes curieux, je vous invite à aller sur Internet, et taper HM, et vous allez trouver des choses tout à fait passionnantes. Il y a un site, notamment au MIT, qui est très très bien fait, sur l'histoire d'HM. Alors HM, c'est une histoire dramatique. Ça se passe dans les années 1950. C'est un patient qui avait une épilepsie très grave, pharmacorésistante, avec les moyens de l'époque. Et un chirurgien dans cet hôpital, Walter Slovic, qui décide de l'opérer. Comme il opère d'autres patients, des hippocampes, parce que souvent le point de départ des crises d'épilepsie, ou certaines formes d'épilepsie, du moins se situe dans le plan. Et lui, pour des raisons cliniques, il va faire une exérèse des 2 hippocampes. Alors, cette double opération va plutôt avoir des effets bénéfiques sur l'épilepsie. Le patient HM va faire moins de crises d'épilepsie. Il va avoir un traitement donc moins important, un traitement pharmacologique moins important. Il va avoir son QI qui va augmenter, du fait qu'il y a moins de
amnésique et il va devenir définitivement amnésique. Quand il est opéré, il a 27 ans, ça se passe en 1953, et Hachem est décédé en 2008. Et en 2008, on a connu son nom, Henri Molaison, il s'appelait Henri Molaison. Et il a donné son corps à la science, et notamment son cerveau à la science. Alors, je viens un petit peu de raconter son histoire, là, je ne développe pas toute la diapo, mais disons qu'il a joué un rôle sur un plan théorique, ce patient. Il a joué un rôle très important. Le premier article qui a été écrit sur lui, c'était en 1957 dans le journal de neurologie, neurosurgerie et psychiatrie. C'est un des articles les plus cités de l'histoire de la médecine. Oui, je ne suis pas en train de vous raconter des anecdotes, hein, c'est pas du tout anecdotique, c'est vraiment quelque chose qui a donné lieu par la suite. Et c'est ma diapo d'après, qui est volontairement difficile à lire. C'est simplement pour vous montrer, à partir, vous voyez, de 1953, l'opération de HM, 1957, le premier article, c'est toutes les années qui passent, et à chaque fois, c'est des nouveaux concepts, c'est des nouvelles formes de mémoire qui sont montrées, préservées chez lui. Et après ces articles-là, c'est quasiment des pans de recherche entiers qui s'ouvrent sur ces thématiques-là. Et après sa mort, et encore en 2016, en janvier 2015, il y a eu un article extrêmement important dans Science sur son cerveau. Parce que son cerveau a été donné à la science. Et les chercheurs, il y a un groupe de recherche qui travaille sur le cerveau de HM. Donc ils ont fait à la fois des IRM extrêmement sophistiqués de son cerveau après son décès, et puis maintenant ils étudient les cellules. Sur le plan, cette fois-ci, ils font une analyse fine sur le plan histologique, en essayant d'associer les deux types de données. Donc vous voyez, c'est une histoire tout à fait étonnante. Alors je vais vous raconter une autre histoire d'un autre duo. Alors, toute la neuropsychologie ne se résume pas à des duos de chercheurs et de patients, mais c'est quand même une des spécificités. C'est vrai que c'est un mode d'approche qui est tout à fait étonnant. Alors ici, le duo, c'est en haut, c'est le clinicien-chercheur qui s'appelle Endel Tölving. C'est maintenant un vieux monsieur qui approche des 90 ans. Brenda Milner, que vous avez vu sur la diapo d'avant, elle a plus de 95 ans. Et elle est tous les matins dans son laboratoire, à McGill. Tous les matins, elle est là, généralement à 7 h du matin. Et si vous allez voir sur son site, vous verrez qu'elle recherche des post-docs. Voilà, donc vous voyez, les chercheurs en neuropsychologie sont des passionnés et manifestement, ça a un effet stimulant sur le cerveau. Alors, en bas, c'est un autre patient qui s'appelait Kissy, qui est décédé lui récemment, en 2013. C'est une histoire ancienne aussi. Kissy, on a connu comme HM son état civil à son décès. Il s'appelait donc Ken Cochrane. Alors, je vais insister un petit peu sur la sémiologie parce que ça va nous faire réfléchir un petit peu sur la mémoire, on va progresser. Donc, lui, c'est une histoire de trauma crânien. C'est un patient qui a eu plusieurs traumas crâniens, qui est excellent de la voie publique. Et ce que signifie cette photo, et ce que veut montrer cette photo, c'est qu'il a des capacités intellectuelles complètement préservées. Sur le plan cognitif, il a une cognition tout à fait normale. Par contre, il a un syndrome amnésique, c'est-à-dire qu'il ne forme pas de nouveaux souvenirs. C'est vraiment ça, le cœur du syndrome amnésique. Et en même temps, il a perdu une partie de ses souvenirs. Et ce que montre Tölving avec différentes procédures que je ne vais pas développer, c'est qu'il montre que malgré cette perte des souvenirs du passé et cette incapacité à former des nouveaux souvenirs, eh bien, il conserve les connaissances du passé. Et plus étonnant encore, il est capable de former des nouvelles connaissances. Alors ça, vous voyez, c'est pas trivial. C'est-à-dire qu'il ne forme pas de nouveaux souvenirs, le concernant personnellement, mais pourtant, si vous avez une discussion avec lui sur le sida, Internet, des concepts nouveaux depuis ces accidents, il a une discussion avec vous sur Internet, il va vous dire oui,
travers d'Internet. Il a continué de former des connaissances alors que pourtant il ne forme pas de souvenirs. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. Alors ici, on voit Handel Tolkien qui a un petit peu vieilli, ça se passe dans le château de Caen, quand il nous avait rendu une visite. Alors, je vais m'attarder un petit peu sur ce concept de mémoire épisodique, qui est le concept qui a été forgé par Tolkien. C'est la mémoire des événements inscrits dans un contexte spatial et temporel précis, c'est une mémoire autobiographique. Donc c'est la mémoire de quelque chose, d'un événement qui s'est passé à un moment donné et qui s'est passé dans un lieu donné. Et quand je fais appel à cette mémoire, j'ai l'impression de revivre l'événement comme si je me retrouvais dans la scène. C'est une mémoire qui me permet de voyager dans le temps. Qu'est-ce que je faisais hier? Qu'est-ce que je faisais le week-end dernier, par exemple, samedi soir dernier? Qu'est-ce que vous faisiez samedi soir dernier? Et ce voyage, vous pouvez faire ce voyage, c'est plus ou moins facile de retrouver. Et si vous saviez que samedi soir dernier, eh bien, je ne sais pas, il y avait peut-être un match, vous étiez parti voir un match, vous étiez chez des amis, vous étiez dans la famille, vous étiez au cinéma. Et puis vous retrouvez. Quand vous retrouvez la scène, vous avez l'impression d'être dans la scène. Vous revivez la personne qui était à votre gauche, etc. Ce qui est quand même assez fascinant. Puis la mémoire épisodique, ça permet également de se projeter dans le futur. C'est vraiment le cerveau voyageur, la mémoire épisodique. Parce que les amnésiques, ça a été d'ailleurs bien montré chez un patient comme ici, les amnésiques ont également des difficultés à se projeter dans le futur. Quand on leur dit « qu'est-ce que vous ferez demain ?» vous pouvez me dire ce que vous ferez demain. Même si vous ne savez pas complètement, vous avez un demain plausible. Vous pouvez dire bah, « demain c'est samedi, donc j'aurai peut-être faire un tour à la librairie, ou je ne sais pas, j'aurai peut-être au cinéma le soir. » Vous voyez, je peux faire je peux m'imaginer faire ça. C'est pas purement intellectuel, je peux m'imaginer faire ça. Les amnésiques ne peuvent pas faire ça. Vous voyez, ils disent c'est blanc. C'est blanc. Alors qu'ils ont la notion du temps, on ne perd pas la notion du temps. Avant, après, tout ça, ils peuvent faire des discussions compliquées sur la notion du temps. Mais par contre, c'est eux-mêmes, se projeter eux-mêmes dans le temps, que ce soit dans le passé ou que ce soit dans le futur, ça, ils ne peuvent pas faire ça. Alors, ce qu'on appelle la conscience autonométique, la capacité de revivre quelque chose dans un lieu donné, dans un temps donné. Alors, quelques qualificatifs, là, c'est une mémoire qui se met en place tardivement. Donc ça, je vais y revenir, parce que j'ai une petite partie de mon exposé sur l'enfant. C'est une mémoire fragile. Fragile. Ça se détériore facilement. C'est un concept récent sur le plan phylogénétique, et pour Tolkien, ce serait même une mémoire spécifique à l'homme. Alors ça taille beaucoup de débats très intéressants avec les physiologistes qui font de la physiologie animale, qui arrivent à montrer pourtant que les animaux sont capables d'une certaine mémoire. Alors, est-ce que c'est une mémoire épisodique? Là, il y a des débats très, très intéressants. Bon, elle a bien sûr des liens importants avec la mémoire sémantique, et puis elle dépend d'un réseau cérébral largement distribué, même si on va parler beaucoup des hippocampes, parce que c'est important de parler des hippocampes. Bon, ça c'est un petit schéma qui vient un petit peu de ce que je viens de vous dire tout de suite. Qui représente la mémoire. Les mémoires perceptives sont des mémoires. Vous voyez les entrées sensorielles, l'information est lente comme ça, dans des mémoires perceptives très rudimentaires. Ensuite, ces mémoires perceptives, éventuellement, elles ont du sens, donc ça devient des mémoires sémantiques, des mémoires des connaissances. Et puis éventuellement, à partir de cette information qui a du sens, on va former un souvenir, c'est-à-dire la mémoire épisodique. Ce que je viens de vous montrer là, vous m'avez écouté, vous pensez que tout ça c'est bien simple, vous allez voir que c'est pas si simple que ça, et que ça pose un certain nombre de problèmes. Et puis ensuite, un souvenir, donc dans la mémoire épisodique, ça c'est pas rangé dans une boîte. La mémoire, ce ne sont pas du tout des boîtes, c'est des transformations permanentes. Donc, ce souvenir de samedi soir, oui, vous avez eu du mal à le retrouver, ce qui est normal. Et si ça avait été le samedi soir il y a 3 semaines, ça va être encore plus difficile. Sauf s'il y a un événement évidemment majeur. Là, c'est différent. Donc, vous voyez, vos souvenirs, ils sont destinés à évoluer au fil du
mais ils deviennent autre chose. Ils deviennent autre chose et ils deviennent notamment des connaissances. Ils vont se sémantiser au fil du temps. C'est-à-dire que je fais l'hypothèse, vous voyez, que ce soir, vous m'écoutez. Après la conférence, vous aurez un souvenir assez précis de la conférence. Demain, vous aurez encore un souvenir de la conférence. Mais dans 15 jours, 3 semaines, vous voyez, les conférences qui passent ici, qui sont organisées, vous n'en conservez pas tous les éléments, fort heureusement. Par contre, vous en conservez quelque chose. C'est-à-dire que selon vos connaissances du sujet, selon vos aspirations, votre volonté de savoir telle thématique qui vous intéresse particulièrement, eh bien vous engrangez tout de même des choses nouvelles. D'accord? Donc c'est ça que je vais faire passer comme idée. Bon, au milieu aussi, la mémoire de travail, je ne vais pas trop en parler, c'est un peu la mémoire du présent. Et puis la mémoire procédurale sur la droite, c'est la mémoire des automatismes. C'est ce qu'on automatise. Et la mémoire, c'est tout ça. Alors évidemment, c'est une représentation complètement schématique de la mémoire, mais qui vient beaucoup de ces patients amnésiques. Il n'y a pas que les patients amnésiques, mais ça vient beaucoup de ces dissociations dans les syndromes amnésiques. Par exemple, HM, qui lui avait une gros trouble de mémoire épisodique, il avait une mémoire procédurale qui fonctionnait. Et Brenda Milner a montré ça dans un de ses premiers articles avec lui. Il venait voir Brenda Milner à un moment donné 3 fois par semaine. Il venait dans le laboratoire 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, il s'asseyait devant un dispositif. C'était pas un ordinateur, c'était un dispositif un peu compliqué, un peu, vous voyez, des années 60, là, un peu électronique. À chaque fois, il disait qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu ça. Ce qui était faux, parce qu'il le voyait 3 fois par semaine. Et avec ce dispositif, Brenda Milner lui a appris des tas de choses, notamment à se déplacer dans des labyrinthes. Vous voyez, le plus célèbre, c'est un labyrinthe à 5 branches, et c'est comme une étoile à 5 branches, et il devait se déplacer avec un stylet dans ce labyrinthe, et il voyait sa main au miroir. Vous imaginez, c'est pas facile quand on voit sa main au miroir. Il fallait qu'il contrôle tous ses mouvements. Donc au début, évidemment, il n'y arrivait pas. Et au fur et à mesure des essais, il s'améliorait. Et pourtant, quand il voyait le dispositif, il disait « je vois ce dispositif pour la première fois ». Vous voyez cette dissociation, c'est le terme qu'on utilise, entre sa mémoire des souvenirs qui était défaillante, et puis sa mémoire qu'on appelle procédurale, qui lui permettait pourtant d'automatiser des apprentissages. Alors, vous me direz, tout ça, ça ne sert pas à grand-chose et tout. C'est pas vrai, ça sert à beaucoup de choses, parce que c'est à partir de ça qu'on a mis en place des procédures de rééducation pour les patients. Les patients, il ne faut pas leur dire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, les amnésiques d'émotion qui ne vont rien faire du tout. Il faut trouver justement des filières un peu parallèles qui vont leur permettre d'apprendre des choses. Alors là, c'est pas des labyrinthes à 5 branches, parce que je suis d'accord que ça sert à rien, c'est purement expérimental, mais ça va être s'orienter par exemple dans un établissement, ou des choses comme ça, apprendre des procédures qui sont importantes dans la vie quotidienne. Bon, là, on est dans une réflexion de chercheur, si vous voulez, mais c'est bien sûr très important pour la suite. Alors, ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est, vous voyez, c'est très clinique. Hein, en fait, la neuropsychologie est très clinique, c'est l'examen des patients, les dissociations chez les patients, comment les patients s'améliorent, comment ils bénéficient de certaines aides. Et puis aujourd'hui, eh bien, on a aussi ces techniques d'imagerie qui vont beaucoup nous renseigner en parallèle sur le fonctionnement du cerveau. Alors, il y a beaucoup de techniques. Alors là, j'ai mis cette diapo-là pour montrer Korsakov, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous voyez, si Korsakov avait ces techniques-là, il serait ravi, parce que ça lui permettrait de comprendre ses patients à son époque, à lui, il avait simplement l'examen du patient. Il n'avait rien d'autre. Je vais passer ça. Je vais aller directement à cette diapo-là, qui est une diapo, on avance un petit peu dans le temps. On est en 1997 maintenant, il y a une vingtaine d'années. C'est un papier qui a révolutionné, vous voyez, il y avait eu HM, il y avait eu Kissy, et ça c'est un papier qui a révolutionné la réflexion
neuropsychologique sur la mémoire humaine. C'est l'histoire de 3 patients. Et ce n'est pas un cas unique, c'est 3 patients qui sont publiés dans la revue Science par une équipe anglo-américaine. Faraday Barghakalem est neuropédiatre à Londres et Mortimer Michel est un grand neuroanatomiste américain. Et il publie ces observations-là. 3 patients qui sont examinés par le docteur Barghakalem alors qu'ils sont adolescents. Ils ont entre 12-14 ans à peu près quand ils publient les observations. Alors les histoires, il y a surtout l'histoire d'un des patients qui est une histoire très intéressante, qui va donner lieu ensuite à d'autres articles avec ce même patient et qui va donner lieu aussi à des publications avec beaucoup d'autres patients qui vont corroborer ce qui est décrit pour la première fois par Faraday Barghakalem. C'est une histoire tout à fait curieuse. Je ne m'appuie pas trop sur les diapos, je vous raconte l'histoire, donc c'est plus facile à comprendre. Donc, il y a un des patients qui s'appelle John Gillois. John, il est victime, pour des raisons médicales que je n'explicite pas, de lésions néonatales des hippocampes. Vous avez compris que les hippocampes, quand les hippocampes se trouvent lésés, soit pour des raisons de trauma crânien, soit pour des raisons chirurgicales comme HM, quand il y a des lésions importantes des hippocampes, le patient devient amnésique, devient définitivement amnésique. Alors selon vous, qu'est-ce qui se passe chez des enfants, cette fois-ci, notamment chez John, qui est victime de lésions néonatales des hippocampes? Parce que là, c'est un enfant qui n'a pas encore formé des connaissances sur le monde, c'est dès nouveau qu'il a ces lésions. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Eh bien, je vais vous répondre. C'est que le premier développement est simplement normal. L'enfant, il apprend à marcher, il n'y a pas de problème psychomoteur. Alors vous allez me dire, oui, ça n'a rien à voir avec la mémoire. Donc je dis oui, je ne vais pas oui. Si vous me dites ça, je ne vais pas oui. Il apprend à parler, comme un bambin de 18 mois, il commence à dire des trucs. Il apprend le monde autour de lui, qui est quand même quelque chose de compliqué, le monde. Enfin, quand on réfléchit à la complexité du monde, c'est quand même quelque chose de compliqué. Enfin, plus j'y pense, et plus je trouve que le monde est compliqué. Donc, ces petits-enfants-là, ils grandissent. Vous voyez, ils grandissent. Et ils commencent à aller à l'école maternelle. Et les parents et les enseignants se rendent compte de rien. Alors que pourtant, ce sont des enfants qui ont été malades, mais les parents sont attentifs. Et puis, alors là, vous pouvez me dire, oui, mais il y a la plasticité. Il y a la plasticité cérébrale. C'est vrai, la plasticité cérébrale qui joue son rôle, et fort heureusement. Mais, pourtant, c'est vrai chez John, et ça va être vrai chez beaucoup d'enfants qui vont être examinés depuis dans différents centres de par le monde. Parce que c'est en fait un nouveau syndrome qui est décrit, mais c'est un syndrome qui existe. C'est le syndrome amnésique de l'enfant, qui n'avait pas été décrit jusqu'à présent. Et bien pourtant, le trouble de mémoire se manifeste à un moment donné. Mais il se manifeste vers l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Dans cette période de la vie. Et là, alors comment ça se manifeste? L'enfant, il rentre par exemple le soir, il a son pantalon déchiré. Alors ses parents lui demandent mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il ne sait pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas raconter les anecdotes du jour. Vous voyez, l'enfant qui rentre, on lui pose des questions, qu'est-ce que ça va se expliquer à la cantine, etc. Vous voyez, il ne sait pas. Et donc, bon, je prends des exemples comme ça simples, mais évidemment, ça va poser des problèmes pour la suite, pour son insertion, quand ses enfants sont pris en charge, etc. Ça pose plein de problèmes. Mais donc, vous voyez, le trouble de mémoire, il se manifeste bien à un moment donné. Donc, l'effet de la lésion est là, d'accord? Il se manifeste à cet âge-là. Mais à contrario, ce que je lis dans votre réflexion, c'est le fait que malgré ces lésions hippocampiques, eh bien, l'enfant a acquis des tas de connaissances, il a acquis le langage, le monde, etc. Donc, vous voyez mon petit schéma maintenant, quand je vous disais que ce n'était pas si simple que ça. Donc ça voudrait dire, si je pousse à l'extrême, qu'on peut former des connaissances sans souvenir.
ce qui avait été montré avec les amnésiques adultes. Et les amnésiques adultes, c'était quand même une autre histoire. C'était des personnes qui avaient eu un développement normal, qui avaient eu une mémoire normale, et à un moment donné, ces personnes étaient privées de leur mémoire des souvenirs, mais ils avaient quand même conservé leurs connaissances. D'accord ? Et s'ils formaient des nouvelles connaissances, on pouvait se dire, oui, mais ils forment des nouvelles connaissances sur des connaissances qui sont déjà là. Alors que dans le cas des enfants, c'est autre chose. Hein, ça veut dire que ce sont des connaissances qui se forment. Vous voyez, c'est quand même très important pour réfléchir sur ce qu'est la mémoire, sur l'éducation de la mémoire. Je ne dis pas que ça donne toutes les clés, toutes les recettes, mais c'est quand même... alors ça, ce papier de Marc Academ, il a donné lieu à ensuite des numéros entiers de revues scientifiques où tout le monde s'est exprimé, puis à beaucoup de travaux très intéressants, très stimulants. Bon, ça sont les lésions des hippocampes, je peux m'attarder là-dessus. Les troubles de la mémoire, je viens de les décrire. Bon, ça c'est les QI. John, il a un QI au-dessus de 100, mais pas du tout de trouble intellectuel. Puis ça, c'est peut-être ce qui est le plus visuel. C'est marqué copie, là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle la figure de Ray. Elle est copiée par un enfant en contrôle, là, témoin, puis elle est refaite de mémoire 40 minutes après, vous voyez, chez un enfant en contrôle. Et vous voyez John, il a copie. Sa copie, elle est bonne, il manque un petit morceau là, mais vous voyez, 40 minutes après, il n'y a plus rien. Non, il a vraiment un truc de mémoire très important. Alors, ça, c'est des études que j'aime bien montrer qu'à un moment, j'avais une partie de mon laboratoire qui était à Paris, une partie à Paris, une partie à Caen, et je travaillais avec des collègues de l'hôpital de Necker Enfants Malades, et on a beaucoup travaillé, vous voyez, c'était je ne sais pas si c'est daté, oui, 2006, vous voyez, c'est 10 ans après Marc Academ, c'est le temps de publier les articles, c'était dans la foulée de Marc Academ, mais là, on a fait les choses autrement, on n'a pas constaté les troubles de mémoire chez des adolescents, mais on a accompagné ces enfants. Donc c'était des enfants, je vais vous montrer un exemple, c'est des petits qui avaient 7, 8, 9 ans, donc qui avaient souvent des syndromes amnésiques, mais des fois plus que des syndromes amnésiques, qui avaient des troubles cognitifs très importants. Et en fait, en utilisant différentes techniques, on a mis au point, on a croisé les unes avec les autres, on a appris des concepts à des enfants. Il y a des enfants qui étaient complètement amnésiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on les voyait, ils se souvenaient de rien, ils ne se souvenaient pas du bureau où ils étaient venus, ils ne se souvenaient pas de nous. Même d'une heure à l'autre, on passait d'une pièce à l'autre, ils ne se souvenaient pas dans quelle pièce ils étaient allés. Donc il y avait vraiment des enfants qui avaient des troubles de mémoire très très importants. On leur a appris des tas de choses. On leur a appris des tas de choses. Ça, c'est une petite fille qui avait une maladie épileptique très grave, et puis l'hippocampe. Vous voyez, ce que vous voyez en noir là, c'est la place des hippocampes. En bas, je ne sais pas le montrer en bas. Une petite fille avec plus d'hippocampe du tout. Bon, elle avait des troubles en plus intellectuels. Eh bien, bon, ça, vous voyez, c'est pas la figure de Ray, c'est une figure un petit peu plus simple. Puis c'est ce qu'elle en retient après. Et bien, cette petite fille, on lui apprenait des concepts. Par exemple, le macareux. Je ne savais pas ce que c'était qu'un macareux. Donc un macareux, vous voyez, c'est un oiseau. Il n'y en a pas à Toulouse. Mais il faut plutôt aller vers les îles Bretagne pour trouver les premiers. Donc on lui a expliqué que c'était un oiseau qui vivait dans l'Atlantique Nord, qui a un oiseau, parce qu'il a une espèce de bec de perroquet, alors que c'est un oiseau de mer, qui est plutôt de la famille des pingouins. Il vit dans des falaises, et puis il niche dans des terriers de lapins. On lui apprenait tout ça de différentes façons, je peux le détailler. Puis on voit son apprentissage. La petite fille, progressivement, elle savait, quand on mettait la photo de macareux, c'est un macareux, puis elle nous racontait ce qu'était le macareux. Sans évidemment se souvenir comment, quand, où elle avait appris que c'était un macareux. Et on lui a appris, bon, je prends l'exemple du macareux parce qu'il est photogénique, c'est un peu bien, mais on lui a appris d'autres concepts utiles pour sa vie quotidienne. Et ça, c'est des procédures maintenant qui sont utilisées
utilisé dans des centres de rééducation pour apprendre aux enfants des concepts, voilà, la mémoire sémantique. Alors, je passe à autre chose. Bon, vous avez compris ma démarche de neuropsychologue, mais c'est aussi intéressant de comprendre l'évolution de la mémoire de l'enfant, qui n'est pas mal. Donc là, vous avez la ligne du temps. Puis je vous explique un petit peu sur cette diapositive un certain nombre de problématiques et comment les chercheurs ont cheminé depuis 10-15 ans sur cette thématique, qui est une thématique assez nouvelle. Alors, ce que j'ai voulu montrer sur la partie haute et la partie basse des diapos, c'est que les chercheurs, en fait, et très judicieusement, ont mis en relation, en bas, c'est l'évolution des capacités de mémoire, et puis en haut, disons, des fonctions qui ont à voir avec la conscience. La conscience de soi, vous voyez, on voit le bébé ou le nourrisson qui se voit dans un miroir, c'est un début de conscience de soi. Ensuite, la capacité d'avoir conscience des objets, ce qu'on appelle la permanence de l'objet. Et les objets ne sont plus là, mais ils existent encore. Et puis, ici, ce qu'on appelle dans notre jargon la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit, c'est être capable de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Alors, c'est résumé dans cette petite bande dessinée. C'est Maxime qui est allé, qui a mangé du chocolat, c'est un pot de chocolat en poudre, et puis il pose le chocolat, vous voyez, dans le placard vert. Il s'en va, et puis sa mère, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être qu'elle a mangé du chocolat aussi, et après elle le range dans le placard bleu. Et puis Maxime revient, et il veut à nouveau son chocolat, parce que manifestement c'est un accro de chocolat. Où est-ce qu'il va aller chercher le chocolat? Il va aller le chercher dans le placard vert. Il faut que vous vous mettiez à la place de Maxime, qui ne sait pas que sa mère a changé de place, alors que vous savez. Bon, ça c'est un exercice extrêmement simple. On peut complexifier les problèmes, c'est le problème de théorie de l'esprit. Et la théorie de l'esprit, donc c'est quoi? C'est être capable de se mettre dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Comme moi je fais tout de suite. Je vais dans votre esprit tout de suite. Parce que je vous regarde régulièrement, la salle est bien éclairée, je regarde si vous vous endormez, si vous êtes attentif, si vous faites des petits signes comme ça. Donc, si vous faites des petits signes comme ça, je suis content. Si vous êtes souriant, je suis content. Mais c'est une théorie. Parce que vous pouvez me faire des petits signes comme ça et me sourire, tout en vous disant, celui-là, il commence à me barber, je serais mieux fait de regarder la télévision chez moi ou aller au cinéma. Vous voyez, c'est une théorie. C'est une théorie que j'échafaude à partir d'indices, mais c'est une théorie. Mais c'est toujours cette notion de voyage. Vous voyez, c'est ma théorie de ma conférence, j'aurais pu appeler le cerveau voyageur. C'est le cerveau voyageur. Et de façon intéressante, ces capacités, vous voyez, de conscience vers l'autre, de conscience de soi et de conscience vers l'autre, ces capacités elles se mettent en place de concert avec les capacités de mémoire. Avec la mémoire épisodique, dont je vous ai déjà parlé, qui se met en place étonnamment tard. Étonnamment tard. Et avant, ça ne veut pas dire que l'enfant est amnésique avant. Un enfant de 3 ans, il va voir ses grands-parents, il revoit ses grands-parents une semaine après. S'il y a une anecdote particulière la semaine d'avant, il va se souvenir de ça. Mais il ne va pas s'en souvenir de la même façon qu'un adulte. Il a une mémoire qui est très parcellaire. Et donc cette mémoire, on va l'appeler la mémoire événementielle, justement pour la différencier de la mémoire épisodique. Alors, le terme amnésie infantile. Amnésie infantile. Qu'est-ce que c'est que ça, l'amnésie infantile? Nous sommes tous des amnésiques infantiles.
premier auteur à avoir souligné l'existence de cette forme d'amnésie, c'est quelqu'un que vous connaissez le nom, c'est Sigmund Freud, c'est le psychanalyste qui a décrit ça. En s'appuyant sur les travaux de psychologues expérimentalistes, mais c'est lui qui a développé des éléments théoriques à partir de ça, il a parlé de refoulement, tout ça, ce qui est certainement pas complètement bête, hein. Mais il y a d'autres explications. Il y a d'autres explications qui sont proposées aujourd'hui par les neuropsychologues, par les neurobiologistes. Et je vous demande de faire un tout petit effort avec le début de ma conférence, par Gacadem, les enfants, hein, qui eux, c'est un syndrome amnésique, qui sont ces enfants. Mais vous voyez, le fait que ce syndrome amnésique des enfants par Gacadem, le fait que ce syndrome amnésique se révèle vers l'âge de 5, 6, 7 ans, ça veut bien dire que là, on est dans un statut différent par rapport à avant. Par rapport à avant, les enfants apprenaient, mais sans vraiment former des souvenirs. Et ce qui, j'ai envie de dire, excusez-moi, passez-moi l'expression, ce qui colle avec cette amnésie infantile. Alors, c'est quoi l'amnésie infantile? Ben, c'est le fait que, on ne peut pas le contredire, nous n'avons pratiquement pas de souvenirs, disons, de cet âge-là. Ça, presque là. Puis on commence à avoir quelques souvenirs très emblématiques après 5, 6, 7 ans. Et ce qui colle avec, à contrario, avec ce qu'a décrit dans la Gacadem. Alors, généralement, il y a des mains qui se lèvent et qui disent si, moi, à 18 mois, je laisse les mains se lever, je respecte toutes les affirmations. Alors, simplement, c'est quoi un souvenir épisodique? Vous vous souvenez, c'est situé dans le temps, c'est situé dans l'espace. Vous voyez, c'est bien contextualisé. Je revis l'événement. Vous voyez, c'est ça, un souvenir épisodique. C'est pas quelque chose qu'on m'a raconté après. Parce que là, on tombe dans ce qu'on appelle le roman familial, c'est-à-dire que quand on se retrouve à Toulouse, j'imagine, vous voyez, la famille qui se retrouve à Toulouse, ça doit être un wagoneur, les cassoulets, etc. Mais ça ne suffit pas, le cassoulet. Il faut se raconter des choses pour que la famille se retrouve, surtout quand maintenant les gens sont partis aux quatre coins du monde. Donc quand les enfants reviennent, on se raconte des choses. Et même si on les a racontés 25 fois, ben on les raconte encore une fois, parce que ça fait plaisir, c'est ce qui nous rassemble. Et donc, c'est ce qu'on appelle le roman familial. Donc, ça peut être, je dis le roman familial, mais ça peut être un groupe d'amis, hein, c'est le même type de fonctionnement. Le groupe a besoin de se souder et d'avoir ces éléments communs. Donc, typiquement, oui, ce sont des éléments communs. Ça veut dire que c'est des trucs qu'on a ressassés, et est-ce que c'est ce qui va contre le fait ce qui explique bien, je veux dire, l'amnésie infantile, c'est qu'il y a plusieurs raisons. Je pourrais mettre 25 raisons. J'en ai mis 3 les plus fortes. 1, l'absence de langage organisé. Quoi qu'on dise, langage et mémoire, il y a des liens. Ça sert quand même à la narration, ça permet d'organiser les choses. Bon. Surtout pour les souvenirs très anciens. Et puis ça permet de les construire. Deuxièmement, ça c'est l'imagerie cérébrale de l'enfant qui nous a bien montré ça. La maturité cérébrale elle est extrêmement lente, étonnamment lente. Ça c'est vraiment des recherches récentes qui nous montrent qu'il faut attendre vraiment la grande adolescence pour avoir un cerveau d'adulte. Et notamment les régions antérieures du cerveau, on appelle les lobes frontaux, qui sont très importants pour la mémoire. Il n'y a pas d'hippocampe, vous avez bien compris que c'est plus compliqué que ça. L'hippocampe, ici on est dans une vie de l'aviation, donc c'est un mot qui va vous parler. L'hippocampe, c'est un peu le hub. Vous voyez, quand on regarde les cartes dans les avions avec tous les lignes qui se croisent, il y a des endroits tout noirs, c'est les grands aéroports. C'est un peu ça. L'hippocampe, c'est un endroit qui est essentiel, mais c'est évidemment un
un réseau beaucoup plus large. Et les lobes frontaux sont très importants pour la mémoire. Donc, sur un plan cérébral, eh bien, le cerveau du petit n'est pas fait pour fabriquer des souvenirs. Peut-être que c'est bien comme ça, certainement que c'est bien comme ça, c'est pas peut-être. Ça lui permet de faire autre chose, d'apprendre, ça lui permet d'apprendre des connaissances. Et on a une espèce de bascule entre une mémoire qui va être faite à un moment donné, quand on va grandir, qui va nous permettre de former des souvenirs, et ces souvenirs vont vivre leur vie, etc. Et puis peut-être que chez l'enfant, c'est beaucoup plus économique de former peu de souvenirs, parce que c'est quand même un moment qui est quand même très impressionnant. L'enfant, tout à l'heure, je pensais le trait en disant le monde qui est compliqué autour de lui, c'est quand même vrai. Il n'y a pas que le langage, mais il y a aussi la complexité du monde, des relations entre les gens, il faut se comporter comme ceci avec un tel et comme ceci avec un tel. C'est extrêmement complexe. Et l'enfant, en quelques mois, est capable même d'absorber énormément de choses. Et puis, ça c'est très discuté ensuite, c'est le fait que, là aussi c'est un point qui est important, la mémoire c'est quoi? C'est un petit peu ce que je viens de vous dire, et puis c'est encore plus compliqué que ça la mémoire. La mémoire c'est aussi ce qui forme notre identité. En tout cas ça y participe. Ce que je suis, ce que vous êtes chacun d'entre vous, c'est lié à ce que vous avez appris. Alors, c'est une superposition partielle. Il n'y a pas que la mémoire. Il y a vous qui évoluez, j'ai envie de dire, en dehors de la mémoire. Vous avez le droit d'être en dehors de la mémoire. Mais disons que la mémoire va quand même beaucoup alimenter votre identité, vous êtes bien d'accord. Et à contrario, l'identité va puiser dans les connaissances environnantes. L'identité va faire des choix stratégiques et mnésiques. Donc il y a les deux aspects. Donc notre mémoire, elle est très liée à nos aspirations, à notre identité, à notre personnalité. Tous ces mots-là ne sont pas tout à fait similaires, ne sont pas tout à fait les mêmes, mais vous voyez bien la relation qu'il y a entre tout ça. Donc ce que je vais mémoriser, c'est lié à moi aujourd'hui. Vous, ce que vous allez mémoriser, c'est lié à vous aujourd'hui. Vous êtes venu ici parce que vous avez certains objectifs aujourd'hui. Mais le petit de 3 ans que vous étiez, que j'étais, est-ce qu'il avait ces objectifs-là? Est-ce qu'il avait ce même contexte, vous voyez, dans sa tête? Parce que la mémoire, retrouver la mémoire, alors là on peut faire la référence à Proust, hein, c'est une affaire d'indices. C'est des indices qui vont faire en sorte que je vais retrouver un chemin. Le bouquin qui est là, ça s'appelle Le chemin de la mémoire. Le chemin de la mémoire, c'est ça. C'est retrouver un chemin. Et des fois on a le bon chemin, des fois on n'a pas le bon chemin. Et on est très agacé quand on n'a pas le bon chemin. Vous savez, le mot sur le bout de la langue. Ça, c'est un mauvais chemin. Vous avez pris un mauvais chemin, alors c'est horrible. Et donc, il faut mieux faire autre chose. Et si vous enferrez dans le mauvais chemin, c'est terminé, vous êtes en colère après vous, et ça va être pire. Ça va être pire. Donc vous voyez, il y a cet aspect-là, hein, que c'est très difficile en fait, et ça permet d'expliquer, sans aller dans l'amnésie infantile, qui est le cas extrême, ça permet d'expliquer aussi des situations où vous êtes un peu en décalé avec votre fonctionnement mnésique. Vous vous sentez un peu à côté. Parce que vous êtes confronté à des gens nouveaux, tout d'un coup, des gens que vous n'avez pas vus depuis 15 ans, vous les voyez dans un contexte complètement différent. Et là, vous voyez que ça ne marche pas si bien que ça. Parce que c'est complexe. Hein. Moi, je suis plutôt je suis un admirateur de la mémoire. Pas de la mienne, car rien de spécial, mais je suis un admirateur de la mémoire. Je trouve que les petits bugs, c'est quand même assez dérisoire par rapport à la construction permanente et à l'adaptation permanente. C'est-à-dire que les liens mémoire-identité, je suis à la fois moi depuis longtemps, c'est-à-dire que j'ai des opinions, j'ai des valeurs, depuis longtemps, je pense que je suis à peu près le même, depuis très longtemps, ça veut dire que je change un tout petit peu, mais je m'adapte aussi.
je m'adapte aux personnes que je vois, aux situations auxquelles je suis confronté, etc. Il y a cette double... Et ça, c'est très compliqué. Parce que pour faire ça, je m'appuie sur tout ce que je sais. Mais c'est pas simplement mémoriser un numéro de téléphone. C'est quand même très compliqué. Et au bout du compte, en dehors des pathologies, évidemment, les pathologies, ça c'est quelque chose, mais c'est quand même, ça marche quand même assez bien. C'est quand même assez extraordinaire. Ed Telving, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, dit que c'est une merveille de la nature. C'est une merveille. La mémoire, c'est la mémoire épisodique. C'est une merveille de la nature. Bon. Et après, ça continue. Alors, après, on arrive à quelque chose de compliqué, qui est l'adolescence. L'adolescence, c'est compliqué, donc il y a des parents dans le qui hochent de la tête. Et plus sérieusement, c'est une période critique. Et ça, j'ai rappelé ce petit schéma qui est paru dans une grande revue dans Nature, qui montre que les grands désordres, les grandes pathologies psychiatriques, eh bien, beaucoup d'entre elles, je ne parle pas évidemment des maladies neurodégénératives qui sont à l'autre extrémité de la vie, mais beaucoup de ces grandes maladies psychiatriques débutent à cette période. Et on est dans un moment de fragilité, justement dans cette construction mémoire-identité. Alors, dans mon historique, vous voyez, on arrive dans les années 2000. Quand je vous ai montré des choses récentes, ce que je vais vous montrer là, c'est une sorte de cassure qui est assez intéressante. C'est les années 2000, c'est l'imagerie cérébrale, l'imagerie d'activation, c'est-à-dire qu'on fait faire des tâches à des sujets, souvent des petits groupes de sujets, 20-30 sujets, on fait des statistiques, et puis on voit les régions du cerveau qui s'activent. Et alors, d'abord c'était des tâches de langage, de perception, de mémoire, tout ça, et puis tout d'un coup, il y a des chercheurs qui se sont dit l'identité, le self, souvent on laisse le terme en anglais, le self. On va localiser le self. Moi, je trouvais, passer mon expression, je trouvais ça un peu gonflé. Localiser le self, c'était un peu comme chercher Dieu dans le cerveau. Moi, je trouvais ça un peu audacieux, quoi. J'aurais pas fait ça. Et puis, il y a eu plein de publications. Et celle de droite, là en bas à droite, c'est une publication de normalité qui est récente. Et vous voyez, sans être anatomiste, vous voyez, il y a une bonne superposition. Alors, c'est des méthodologies différentes, mais schématiquement, il y a toujours deux régions. Une région antérieure, le singulaire antérieur, et puis une région plutôt à l'arrière du cerveau. Ça s'appelle le gyrus singulaire postérieur. Alors, je vais vous montrer une expérience qu'on a faite dans le laboratoire. Ça, c'était une diapo que je peux passer qui montre la maturation chez l'adolescent. Donc, avec ce gradient postéro-antérieur. Plus l'enfant grandit et plus on a des régions antérieures du cerveau qui se développent. J'aurais pu la mettre avant ça. Donc, ça, je vais passer. Et là, je vais vous montrer la manip qu'on a faite à Caen, qu'on a faite d'abord avec des adultes et puis qu'on a faite ensuite avec des adolescents. Je reviens à mon thème de l'enfant et de l'adolescent parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est une tâche dite de référence à soi. Alors la tâche de référence à soi, c'est une tâche classique en psychologie. Là, on l'a adaptée à l'imagerie cérébrale. Vous voyez, c'est une IRM. Une IRM, on fait l'IRM fonctionnelle avec. On propose des adjectifs, dans un cadre expérimental que je ne détaille pas, soit dans une condition dite neutre où on dit l'adjectif la drôle, est-ce que c'est plutôt positif comme adjectif? Et puis ensuite, on fait un jugement par rapport à soi ou par rapport à l'autre. Et vous voyez, on donne des adjectifs autoritaires. Est-ce que l'autre, alors l'autre là c'est Johnny Hallyday, est-ce que l'autre est autoritaire? Sympa, est-ce que moi-même je suis sympa? On demande au sujet de dire si lui s'estime sympa. Moi-même, est-ce que je suis frimeur? Positif, stupide, est-ce que c'est un adjectif positif? Donc non. Et fiable, est-ce que Nicolas Sarkozy est fiable? J'ai rien dit, j'ai décrit l'expérience. Non, ce qui était compliqué, en fait, on avait changé. Au début, on avait Johnny Hallyday, il est connu. Ce qu'il faut, c'est
personnes connues de tous nos participants, ce qui n'est pas forcément évident. Vous savez, les adolescents, des fois, ils sont un peu dans leur bulle, ils ne connaissent pas forcément. Donc il fallait des gens connus, et il ne faut pas non plus que ce soit des gens avec qui ils ont une relation fusionnelle, que ce soit le père ou la mère, parce que c'est eux, c'est encore eux, vous voyez, c'est le père et la mère, c'est soi, quasiment. Et au début, on avait Chirac. Mais quand Chirac, en fait, est tombé malade, je suis sérieux, hein, quand Chirac est tombé malade, on avait peur qu'il ait trop une image du grand-père, pour lequel on a une empathie particulière. Je pense qu'on a, enfin, quand je dis on, c'est le haut populaire, on a une relation comme ça avec Chirac. Alors qu'avec Sarkozy, on a moins une relation empathique. Je pense que c'est vraiment quelqu'un d'autre. Et oui, c'est pas évident comme réflexion. On peut s'en amuser, mais c'est pas si simple. Alors, on fait des analyses statistiques sur tout ça je vous raconte. Et ça, c'est l'effet de référence à soi. L'effet de référence à soi, c'est l'effet de référence sur la mémoire. C'est-à-dire quand on fait des tâches de mémoire avec des adjectifs qui ont été traités, vous voyez, il suffit de regarder ce qu'il y a en bas, les différentes conditions expérimentales, ça marche très bien. Ça marche très bien, c'est-à-dire qu'on se souvient mieux. Pourtant, on n'a pas demandé au sujet de mémoriser les adjectifs. Vous avez bien compris, c'est une condition surprise. C'est une tâche de mémoire surprise. On ne lui a pas dit, il faut mémoriser sympa ou mémoriser, je ne sais plus, stupide, etc. D'accord? On demande simplement, après, au sujet, de donner les adjectifs. Et là, on voit qu'il y a cet effet de référence à soi, c'est-à-dire que ce que je traite me concernant, je le mémorise mieux. Alors maintenant, le cerveau. Le cerveau, ça a été proposé à des adolescents, je crois que c'est de 12 à 18-20 ans. Alors en vert, c'est ce qui est commun à soi et l'autre, c'est-à-dire qu'on compare soi et l'autre à la condition de référence, et non, on a différentes régions que je développe pas. Ce qui est plus intéressant, c'est les régions qui sont spécifiques à l'autre, donc avec des régions ici temporales, en bleu. Et puis, il y a une région qui est très intéressante, qui est ici, en orange, une région dont je vous ai déjà parlé, qui est le cortex singulaire antérieur, qui est spécifique à soi. Et en fait, le petit schéma le plus intéressant, c'est ce schéma. Alors, oui, là, c'est les premiers enfants, vous êtes tous 13 ans, jusqu'à une vingtaine d'années. Et vous voyez l'évolution en orange, c'est donc le gyrus singulaire postérieur. Et ce gyrus singulaire, il devient, chez l'adulte, chez le grand adolescent de 18-19 ans, il devient spécifique à soi. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a une région où soi et l'autre sont confondus. Et puis progressivement, on a cette région qui devient spécifique à soi. C'est un résultat qui a été beaucoup repris, parce que c'est assez joli. Vous voyez, si vous pensez à vos adolescents qui ont besoin, pendant un moment donné, quasiment d'être fusionnels par rapport à leurs copains, il y a les modes, il y a les chaussures, le fait de parler les uns, d'avoir le même langage, et puis à un moment donné, eh bien, il y a cette capacité à un moment de s'autonomiser. Et vous voyez, on a cette lecture qui est assez jolie, qui passe par ce paradigme expérimental d'effet de référence à soi versus l'autre, d'accord, et qui met en exergue cette région antérieure du cerveau, le gyrus singulaire antérieur, qui est vraiment la région spécifique du soi. Ça, c'est nos théories de l'esprit, mais je vais peut-être passer parce que je vous en ai déjà parlé. Bon, juste peut-être pour vous dire que ça fait partie du travail de mon unité, de fabriquer des tests. On fabrique des tests, on travaille avec des artistes, des dessinateurs, parfois des acteurs, des metteurs en scène, on fait des petits films aussi, pour inventer des nouvelles tâches, disons, de mémoire et cognitives. Peut-être il me reste 2 minutes, ou je sais pas. Oui, ça va. On n'avait pas de soirée. Non, ne vous inquiétez pas, je vais m'arrêter un jour. Non, parce que je me suis aperçu que je n'ai pas parlé du vieillissement de la mémoire. Et des fois, il y a des gens qui sont intéressés par ce sujet-là. Et des fois, ça
ça dépend des publics, mais il arrive que des personnes soient intéressées par le sujet. Donc, je vous en dis un mot. Bon, premièrement, il faut oublier que quand on vieillit, on a des problèmes de mémoire. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut oublier ça. Je vous demande d'oublier ça, c'est compliqué. Bon, il y a des maladies de la mémoire, c'est une chose. Mais il faut vraiment avoir un... D'ailleurs, vous êtes ici à une conférence, parce que sur ma conférence, c'est plus ça, c'est typiquement ce qu'il faut faire pour que la mémoire continue de fonctionner. Il faut aller dans des conférences, il faut aller dans des associations, il faut se tourner vers les autres, voilà, il faut une dynamique, créer des situations propices au lien social, et comme ça, on ne parle pas de mémoire. Alors, je voulais vous présenter, puis je m'arrêterai après pour qu'on ait le temps de discuter, si vous en avez envie, c'est vous parler d'un concept qui, je pense, qui est très important, qu'on a développé dans un des livres ici, qui s'appelle le concept de réserve cognitive. Réserve cognitive, qu'est-ce que c'est que ça? Et comment ça a été mis en évidence? Ça vient de travaux, les premiers travaux viennent d'études qui ont été faites, d'études neuropathologiques. Alors la neuropathologie, on a le cerveau de personnes, et on coupe le cerveau, avec un grand couteau. Moi, j'ai vu ça quand, il y a quelques temps, j'avais mon patron qui était neuropathologie, j'aimais beaucoup ces séances, on appelait ça des séances de coupe, et on coupait le cerveau qui avait été mis dans du formol, qui avait été durci, et on coupait le cerveau, on voyait les lésions, etc. Bon, ça, c'est des souvenirs personnels. Alors là, ce sont des auteurs qui ont fait des études chez des gens qui ont décédé, qui étaient décédés avec des petits troubles cognitifs. Quand ils étaient décédés, ils avaient seulement des petits troubles cognitifs. Petits troubles. Et en fait, quand ils voyaient le cerveau, et quand ils coupaient le cerveau, ben en fait, ils avaient deux types. Ils voyaient deux types de cerveaux. Je caricature un peu, mais à peine. Des cerveaux qui semblaient normaux, comme ça, macroscopiquement. Quand ils coupaient le cerveau semblait normal. Très peu de lésions. Pourtant, les gens avaient des petits troubles cognitifs, quand même. Et puis d'autres cerveaux avec une atrophie absolument considérable. Mais un cerveau complètement ratatiné. Et les gens avaient des petits troubles cognitifs. Alors, ça a pris du temps. Il y a des chercheurs qui ont réfléchi. Il y en a même qui ont perdu des cheveux. Ils ont arrivé à trouver la solution. Et après, il y a eu des études d'imagerie faites un peu avec le même design, mais c'était plus facile de faire avec l'imagerie plutôt que d'attendre le décès des gens. Nous, on a fait des études comme ça. Et en fait, on en est arrivé à la conclusion suivante, qu'il y a des personnes qui sont aux prises avec une maladie comme la maladie d'Alzheimer, ça a surtout été développé dans la maladie d'Alzheimer, qui est une maladie à évolution très lente. Schématiquement, la maladie d'Alzheimer, si elle doit être dans notre cerveau, elle est dans notre cerveau très tôt, quand on a 40 ans. Je prends un exemple. 40 ans, on a la maladie d'Alzheimer qui s'installe progressivement dans le cerveau. Puis elle progresse, elle progresse, elle progresse. Et à côté de ça, on a des capacités de réserve. Des capacités de réserve, des mécanismes dits compensatoires qui vont lutter en fait contre la maladie. D'accord? Et qui vont faire en sorte qu'on va développer plus ou moins vite la maladie. Ce qui va expliquer cette, je ne trouve pas le terme, discrepancy, ce désaccord entre des gens qui ont peu de lésions et des gens qui ont beaucoup de lésions et pourtant un même résultat cognitif. Ça veut dire que ceux en fait qui avaient beaucoup de lésions, ce sont ceux qui avaient la meilleure réserve cognitive. Ils ont été capables de résister très longtemps à l'évolution de la maladie. Et c'est ce petit schéma-là. Réserve cognitive élevée, les gens qui ont une réserve cognitive élevée, vous voyez, ils conservent les capacités cognitives longtemps. Parce que l'expression de l'AMA, c'est le trait noir qui est là, au milieu. Et puis réserve cognitive faible, c'est des pointillés, vous voyez que les sujets déclinent, ils déclinent très vite. Et ils sont très vite atteints de troubles cognitifs importants. MA, ça signifie Maladie d'Alzheimer. MA, ça veut dire maladie d'Alzheimer. Et puis, vous voyez, il y a le pendant de cela. C'est quand la maladie se déclare, quand elle se déclare, quand les symptômes apparaissent, et bien chez ceux qui ont une réserve cognitive élevée, bien, on observe une chute cognitive, un déclin cognitif beaucoup plus brutal. Et ça, c'est ce qu'on observe dans la clinique. Alors,
parce que c'est peut-être ça le plus intéressant. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a une réserve? C'est intéressant hein, comme sujet. Alors finalement, on va peut-être s'arrêter de Non, alors, il y a eu plein d'hypothèses qui sont pas du tout bêtes. Hein. Il y a des hypothèses, d'ailleurs au début on parlait plutôt de réserve cérébrale, donc la taille du cerveau, donc bien sûr des facteurs génétiques, c'est sûr. Si on a un gros cerveau, ben, il met plus longtemps à fondre que si on a un petit cerveau. Mais c'était un peu simple, vous voyez, comme raisonnement. Mais bon. Et puis après, alors ça c'est très intéressant, c'est ce qu'on appelle les déterminants modifiables. C'est-à-dire parce que qu'on ait un gros cerveau, on ne peut pas grand-chose. C'est comme ça. Mais par contre, notre mode de vie, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'en modifiant notre mode de vie, le fait de modifier son mode de vie va avoir un effet sur la façon dont on va vieillir. Je vous dis des choses simples, mais c'est quand même ça. C'est quand même ça. Alors ça c'est une thématique qui passionne des chercheurs. Il y a des chercheurs à Toulouse, à Bordeaux, tout le sud-ouest, il y a plein de chercheurs compétents dans le domaine. Et des chercheurs, d'ailleurs les deux villes que je viens de citer, là, c'est des Montpellier aussi, pas très loin. Il y a des chercheurs qui travaillent avec des méthodes très très différentes. Il y a des gens qui vont travailler un petit peu comme moi, avec l'image cérébrale, on va suivre des gens âgés, des sujets jeunes, tout ça. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est un petit peu cette façon de procéder. Il y a des gens à Toulouse qui fonctionnent comme ça, qui travaillent comme ça. Puis il y a des gens qui vont travailler avec des animaux, des modèles animaux, qui vont mettre par exemple des rongeurs dans des conditions de laboratoire standard. Alors oui, le pauvre rat, il est dans sa cage, vous avez vraiment envie de l'emmener faire un tour, quoi, parce que vous avez pitié, quoi, il est tout seul, il s'ennuie. Puis il y a d'autres rats, alors là c'est la fête. Il y a tous les copains qui sont invités régulièrement, ils ont des jeux qui sont changés régulièrement, etc. Et on étudie le devenir cognitif de ces animaux, et leurs fonctions cognitives, elles sont très différentes. Leur cerveau est très différent, il y a plus de connexions synaptiques, etc. C'est très impressionnant. Et donc avec des pistes en plus, vous savez qu'on parle maintenant de neurogénèse, hein. Notre cerveau est capable de neurogénèse, et on voit que c'est ce qu'on appelle ces environnements enrichis, hein, qui ont en quelque sorte poussé la neurogénèse. Vous voyez, c'est très très intéressant. Donc ça, c'est ce qu'on observe chez l'homme. D'autres études chez l'homme, puis je terminerai là-dessus, qui sont très intéressantes, c'est les études de neuroépidémiologie. Neuroépidémiologie, là on va suivre des cohortes. Des cohortes, c'est des grands groupes de personnes, de la population générale, et on les suit longtemps. Il y a une grande étude qui a été faite à Bordeaux, il y en a eu d'autres depuis, mais la première s'appelle PACWID, vous avez peut-être entendu parler d'études PACWID, personnes âgées WID. Maintenant, ils ont plus de 25 ans de recul. Vous voyez, sur une cohorte de personnes qui sont suivies comme ça. Alors on caractérise ces personnes en termes de mode de vie, de santé, d'habitudes alimentaires, etc., etc. On les suit, puis on voit ce qu'ils viennent. Alors on voit ce qu'ils deviennent quand ils vieillissent. Est-ce qu'ils conservent leur faculté intellectuelle? Est-ce qu'ils deviennent malades? À quel âge ils deviennent malades, etc. Et c'est très très intéressant. Alors, il n'y a pas qu'à Bordeaux, hein, il y a d'autres études de Barbara. Il y a eu récemment plusieurs publications, et des grandes publications importantes sur vraiment des cohortes de grande qualité dans le nord de l'Europe, qui ont montré, alors ça c'est la bonne nouvelle, qui ont montré une baisse de l'incidence de la maladie d'Alzheimer. L'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas par an, une baisse de l'incidence. Et ça a été montré dans plusieurs études. Pas de la prévalence, parce qu'il y a toujours beaucoup de patients vivants, mais baisse de l'incidence. Oui, c'est quand même. Ça veut dire que les personnes vont développer, quand elles la développent, la maladie plus tard. Et c'est en gros 5 ans plus tard. Vous voyez, alors, en termes économiques, c'est aussi quelque chose de très important. Alors pourquoi? Alors c'est pas évident parce qu'il y a les chiffres, puis après il y a essayer de comprendre les chiffres. Alors, il y a plusieurs pistes explicatives. Il y a bien sûr tout ce qui est
contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire, hypercholestérolémie, diabète, hypertension artérielle, etc. Manger mieux, bouger plus, bouger plus bien, vous voyez, des slogans comme ça qui ont un effet. Et puis, il y a d'autres raisons qui approchent plus notre concept de réserve cognitive, c'est l'éducation. Et l'éducation, alors ça c'est intéressant parce que ça fait le lien avec le début de mon exposé. Parce que vous avez l'impression que je fais des coq à l'âne, hein, que je parle du vieillissement tout d'un coup, là, on ne sait pas trop d'où ça vient. Non. En fait, l'éducation et la mémoire chez l'enfant, les apprentissages chez l'enfant, c'est pas simplement apprendre des trucs par cœur, c'est les apprentissages en général, ça va avoir un effet à très long terme. Alors, c'est pas forcément un effet direct. Ça peut être un effet indirect, c'est-à-dire que la personne qui va aller à l'école, qui va apprendre, elle va continuer d'apprendre. Quand elle va grandir, elle va continuer d'apprendre, elle ne va pas avoir les mêmes relations sociales que si elle n'avait pas appris étant petite. Et c'est tout ça qui fait que la réserve va s'accumuler tout au long de la vie et que cette personne va avoir un cerveau plus apte à faire face aux effets potentiellement délétères de l'âge et à faire face aux effets des maladies. Alors, l'exemple de l'Alzheimer a été beaucoup développé, mais c'est vrai face à d'autres maladies. Un cancer, c'est un bouleversement, même si c'est un cancer non cérébral, c'est un bouleversement. Et la capacité de réserve cognitive s'est également adaptée à des situations comme ça. Alors, juste pour affiner ce que je vous disais sur la baisse de l'incidence, ça concerne surtout les femmes. Le changement est surtout... Parce qu'avant, on ne savait pas pourquoi il y avait plus de maladies d'Alzheimer femmes qu'hommes. En corrigeant avec la pyramide des âges, évidemment, parce que les femmes vivent plus vieux, vous savez bien, eh bien, c'était certainement lié à l'éducation. C'est-à-dire que les femmes qui ont aujourd'hui, on va dire, entre 75 et 85 ans, c'est en fait la première génération dans les pays développés, c'est la première génération de femmes qui bénéficient vraiment de l'éducation. C'est-à-dire qu'auparavant, je vous en prie, auparavant, même si l'école était obligatoire, vous voyez, dans les grandes fratries de 12 enfants, comme il y avait à cette époque, c'était pas rare, ben, les petites filles, elles s'occupaient des petits frères et des petites sœurs. Et elles allaient beaucoup moins à l'école que les petits garçons, ça c'est un fait sociologique. Et donc là, on a ce changement, on a cette première génération de femmes qui ont vraiment bénéficié de l'éducation, donc qui sont parvenues de cette façon, même s'il y a encore des progrès à faire, hein. On est d'accord, mais c'est un autre débat. Elles sont arrivées à des responsabilités, à des métiers valorisants, stimulants. Ce terme de stimulation, c'est pas très malin comme terme, hein, c'est plus compliqué que ça. Mais vous voyez, elles se sont trouvées dans une spirale positive. Et qui fait qu'elles ont rattrapé l'incidence qui était plus importante pour elles. Vous voyez, donc c'est quand même un résultat qui est très intéressant. Et c'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est un résultat qui est confirmé dans beaucoup d'études. Voilà. Alors ça, c'est des travaux qui sont faits dans mon unité sur ces sujets-là. Ça, c'est quand je vous me réinviterai une fois, je vous parlerai de ça. Si vous me réinvitez, je vous parlerai des rapports entre ce qu'on fait tout de suite sur la mémoire-histoire, qui me passionne, les liens entre la mémoire individuelle et la mémoire collective. Mais bon, comme il faut être raisonnable, donc je voulais juste montrer la dernière diapo. La dernière diapo, qui est la plus belle. Voilà, c'est l'unité à Caen. On est nombreux. Il fait soleil généralement à Caen. C'est très différent de Toulouse. C'est un peu gris aujourd'hui. Nous allons le soleil de Normandie. Voilà, merci beaucoup pour Il y a des questions ?
puis-je vous poser une question pour peut-être Dans le micro, pour faciliter peut-être ensuite les échanges. À la fin, vous avez parlé de capacité cognitive. Dans le micro. Vous avez parlé de capacité cognitive. Alors, votre première question serait de savoir si c'est plutôt des souvenirs, plutôt des connaissances. La fin de votre exposé peut-être s'orienterait vers les connaissances plus que les souvenirs. Alors, quel est votre point de vue? Et donc, en revenant au début, en définitive, ce qui est important même dans l'âge adulte, c'est la manière dont les enfants acquièrent des connaissances. Alors, c'est un point de vue personnel à partir de ce que vous avez raconté. Et donc, ce serait important d'être sûr que c'est pas faux. Non, mais c'est la question, c'est. Bon, vous voyez, cette notion de hasard cognitif, c'est une notion qu'on pourra un petit peu plus. Déjà, comment on la mesure, c'est l'évolution, le devenir des personnes quand elles vieillissent, c'est une façon de mesurer. Le cerveau des rats, c'est une autre façon de mesurer. Les performances cognitives des rats quand ils vieillissent, c'est une autre façon de mesurer. Vous voyez qu'on est sur des choses qui ne sont pas complètement figées. Et après, il y a les déterminants, ce que j'ai appelé les déterminants. Et ce qui va faire en sorte que cette réserve va se former. Alors, je vous ai donné quelques pistes. J'ai donné les pistes un peu d'hygiène de vie, un peu de bon sens. Je n'ai pas donné toutes les pistes. Il y en a une que je n'ai pas citée, c'est l'activité physique. L'activité physique. Churchill disait no sport. Je pense qu'il avait tort. L'activité physique, pour des raisons certainement différentes des activités cognitives. Puis alors, ce que vous pointez, les connaissances, les activités cognitives en général, mais c'est quoi les activités cognitives tout au long de la vie? L'éducation, on voit à peu près ce qu'il y a derrière, l'éducation du petit, de l'adolescent. Et après, qu'est-ce que c'est l'activité cognitive? Alors, parce que ça peut prendre des formes très différentes. Quelqu'un qui est ingénieur, il ne va pas avoir la même stimulation cognitive que quelqu'un, je ne sais pas, qui va faire son jardin, qui au fil des saisons, mais c'est quand même une stimulation cognitive, ou qu'un grand mathématicien, ou qu'un musicien. Donc ça peut prendre des formes extrêmement différentes. Mais il y a quand même un élément qui ressort des études, qui n'était pas attendu. Moi, en haut de la pile, ce sont les relations sociales. Ce qui est très important, c'est les relations sociales. Alors, ce n'est pas le nombre de personnes qu'on croise tous les jours, parce que sinon, ce serait le métro. Il faudrait prendre le métro tous les jours. Et le fait de prendre le métro tous les jours, ce n'est pas sorti dans les études statistiques. Peut-être que ça n'a pas été bien mesuré. Non, je plaisante. Par contre, c'est plutôt la façon dont on juge nos relations sociales. Est-ce qu'on est satisfait de nous? Ça a été fait, tout ça. C'est la façon dont on juge nos relations sociales. Si on estime qu'on est tout seul dans son coin, que personne nous aime, tout le monde est moche et qu'on veut voir personne, ça c'est pas bon. Par contre, si on estime que les gens nous aiment bien, qu'on aime bien les autres, qu'on va s'investir pour les autres, qu'on va aller au resto du cœur ou au secours populaire, catholique ou je ne sais quoi d'autre pour faire du bien aux autres, là on est plutôt bien parti. Je caricature, mais c'est ça qui sort. Vous voyez. Et alors pourquoi peut-être qu'au bout du compte, il y a des facteurs typiques, des facteurs d'humeur qui jouent sur la cognition. Et puis peut-être aussi, on retrouve, tout à l'heure, si je me suis amusé à ça, c'était parce que je voulais faire passer le message, ma théorie de l'esprit. En fait, c'est très compliqué. Parce que là, je suis dans une relation qui est simple. Je suis prof, je parle et vous vous taisez. Donc c'est assez facile à gérer comme relation sociale. Du moment que tout d'un coup, je ne suis pas faune, vous voyez, c'est facile. Moi, je suis habitué à faire des cours, je ne suis pas mal à l'aise, tout ça. Vous êtes sympathique, vous êtes venu là parce que vous avez envie de m'écouter. Donc, je
Je ne suis pas dans une relation compliquée, mais sinon, une relation, c'est beaucoup plus compliqué que ça, une relation dans un groupe. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un tel et un tel, bah oui, ils s'entendent bien, ensemble, ça va bien marcher. Par contre, s'il y a un tel qui est là, ça va être un bazar infini, etc. Donc, c'est très compliqué. Peut-être que la meilleure gymnastique, hein, j'utilise ce terme-là volontiers parce qu'il n'est pas bon. Moi, j'aime pas du tout la gym cerveau et tout ça. Le cerveau, c'est pas un muscle, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais peut-être que la meilleure gymnastique cerveau, bah, c'est ça, c'est la relation sociale. C'est quand on est dans un groupe, c'est le management un peu. Le management, c'est compliqué parce que c'est faire aller ensemble des gens qui ne sont pas du tout faits forcément pour aller ensemble, mais ils sont retrouvés dans un groupe. Puis bon, il y a une mission à accomplir. Comment on peut en faire en sorte que ça marche? Et c'est très compliqué. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. J'ai essayé en tout cas. Oui, voilà. Donc à l'âge de 24 ans, j'ai fait mon service militaire, enfin, j'étais sociétaire, j'ai fait mon service militaire à 24 ans. Et à la suite des piqûres, la troisième piqûre, ça m'a shooté. Et à l'époque, donc en 56, vous êtes télépathe. Donc en 56, eh bien, j'ai perdu la mémoire à la suite des électrochocs. J'ai subi 30 électrochocs en l'espace de 9 mois. Donc, à l'époque, je pesais 54 kilos quand je suis rentré à l'hôpital. Et j'en suis sorti 9 mois après, 86 kilos. Donc j'avais perdu complètement la mémoire. Par contre, je me souviens, à un moment donné, je ne sais pas si c'est au bout de 3 ou 4 mois, ou peut-être 6 mois, je ne me souviens plus. À un moment donné, je prends un bain. C'est la première fois que je prenais un bain. D'habitude, c'était des douches. Oui. Et là, quand je suis sorti avec la chaînette et avec le bouchon qui bouchait le machin autour du cou. Et là, quand le docteur m'a vu, tout de suite, il m'a enfermé dans une pièce spéciale et il m'a surveillé, on m'a surveillé pendant un certain temps. Donc j'avais complètement perdu la mémoire. J'étais dans l'architecture à l'époque. Et on me disait, mais c'est toi qui as fait la façade, le plan, les coupes et tout ça, les détails. Je ne reconnaissais pas mon travail. Donc mon patron, il m'a pris d'abord 1 heure par jour, puis après 2 heures, etc., etc. La mémoire est quand même revenue. Voilà. Donc j'étais considéré comme un schizophrène aigu, comme dans le film Vol sur un nid de coucou. Je l'ai vu plusieurs fois. J'étais ce personnage. Maintenant, ça va. Témoignage, je sais. Oui, donc ça doit agir sur le cerveau. C'est bon, oui. J'ai 2 questions. La première, c'est que il m'a semblé comprendre que dans beaucoup de phénomènes psychiques et neurocomportementaux, les émotions, les affects jouent un très grand rôle. Et je voulais savoir si, dans vos travaux, dans les travaux concernant la mémoire, ces notions d'affect et jouent un rôle, et si on a constaté des choses. Et ma deuxième question, elle est beaucoup plus culturelle, c'est-à-dire est-ce qu'on a fait sur des populations plus primitives des travaux un petit peu pour savoir si, par exemple, les maladies type Alzheimer et autres intervenaient ou pas, et est-ce qu'on a un regard sur ces choses-là? Oui, je vous remercie. La deuxième question, je n'ai pas la réponse. Il y a peut-être des réponses, mais je ne sais pas vous répondre. La deuxième, je préfère le dire plutôt que de dire des bêtises. Alors, pour la première question, c'est mémoire et émotion.
J'ai fait beaucoup de train aujourd'hui, parce que je suis venu en train, en fait, de Caen. Je suis venu par le train aujourd'hui, et ça m'a permis de mettre un petit peu les colliers rouges doubles pour un chapitre que j'écris sur mémoire et émotion, parce qu'on est en train, avec mes collègues de BW, d'écrire un livre qui s'appelle Mémoire et émotion. Vous voyez, je suis vraiment en plein dedans, puis c'est une problématique qui m'intéresse beaucoup. Alors, mémoire et émotion, on pourrait dire, s'il faut simplifier en 2-3 minutes, c'est une relation complexe. C'est, de façon générale, l'émotion, c'est bon pour la mémoire. De façon générale. Même un peu de stress, c'est bon pour la mémoire. Si j'arrive à la gare et si mon train part dans 2 minutes, il faut mieux que je stresse un peu pour aller prendre le train, pour ne pas le rater. Par contre, il ne faut pas que je me laisse envahir, hein, parce que si je me jette sous le train, c'est pas bien. Si je suis sidéré, que je ne bouge plus tellement je suis perturbé. Vous voyez, donc un peu de stress, oui. Un peu de stress et un peu d'émotion, une émotion positive. Peut-être le cas de figure, c'est le coup de foudre. On va se souvenir du coup de foudre, c'est une émotion positive, on se souvient du coup de foudre. Bon. Donc de façon générale, c'est plutôt bien, l'émotion, et ça va rehausser. L'effet de référence à soi, ça en fait partie. Vous traitez l'information par rapport à vous avec une certaine émotion. L'autre aussi, il est traité avec une certaine émotion. Je parlais de Chirac, tout ça. Bon, ça c'est une chose. Et puis après, il y a les émotions insupportables. Il y a vivre une situation où vous êtes agressé, mais vraiment, où vous êtes témoin d'une situation intolérable et vous ne pouvez pas agir. Vous êtes désarmé pour agir. C'est toutes les situations de guerre, d'attentats, de viol, etc. Alors là, on est dans une autre dynamique où la relation émotion-mémoire est exacerbée. On connaît à peu près les mécanismes neurobiologiques de ça. D'ailleurs, ça a été étudié par mes collègues de Toulouse après AZF. AZF a été une situation comme ça, traumatique à grande échelle, on peut dire. Et donc, on sait qu'il y a des régions du cerveau, je n'ai pas eu le temps de développer tout ça, parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais il y a une région, je parlais de l'hippocampe. Il y a une autre région qui est à côté de l'hippocampe, qui s'appelle l'amygdale. Ce n'est pas l'amygdale qu'on a dans la gorge, c'est l'amygdale du cerveau, hein, c'est l'amande du cerveau. Cette amande du cerveau, elle est dans tout un réseau, elle est organisée dans tout un réseau qui perçoit les émotions, comprend les émotions, j'ai envie de dire, et qui donne des informations à l'hippocampe. Qui en gros dit à l'hippocampe, ça je prends, c'est bien, c'est la première situation que je décrivais, mais si le sujet est face à une situation intolérable, à ce moment-là, il y a des décharges beaucoup trop importantes de ce qu'on appelle de glucocorticoïdes, d'hormones en quelque sorte, de l'amygdale vers l'hippocampe. Et à ce moment-là, ça a un effet inverse. Ça a un effet inverse, ça a un effet, ça va perturber le fonctionnement de la mémoire épisodique, de l'hippocampe et de la mémoire épisodique, avec un double effet qui n'est pas parfaitement bien compris. Un effet à la fois amnésiant et un effet hypermnésiant. Alors amnésiant, il y a des éléments de la scène qui ne vont pas être encodés. Généralement, c'est tous les aspects contextuels qui ne vont pas être encodés. Par contre, il va y avoir une focalisation sur certains éléments de la scène. On a appelé ça la focalisation sur l'arme. C'est-à-dire que la personne, si elle a un pistolet comme ça, elle va être capable de détailler le pistolet, donner des indications extrêmement précises sur le pistolet. Par contre, elle ne va pas voir le visage de la personne qui a le pistolet. Ce qui pose des problèmes réels. Et alors, donc il y a cet aspect, vous voyez, dégradation de certains éléments du souvenir et rehaussement, au contraire, des éléments centraux de la scène. Mais alors, là c'est le point de départ de la perturbation de la mémoire, c'est-à-dire que cet élément central, je caricature un petit peu, ne va pas avoir le devenir d'un souvenir. Je vous ai expliqué tout à l'heure que le devenir d'un souvenir, de façon générale, ça va être de s'édulcorer au fil du temps. Ça va être de se transformer en connaissance. Ça ne veut pas dire qu'on perd tous nos souvenirs, mais on perd beaucoup d'éléments de ce souvenir. Et
Autre point, quand on retrouve un souvenir, tout à l'heure j'ai essayé de vous faire passer l'idée, qu'est-ce que vous avez fait samedi soir? Puis je vous ai dit, samedi soir, vous vous retrouvez dans la scène de samedi soir, admettions que vous étiez 4 à table, là vous savez qui était là. Vous vous rappelez la personne qui était là, elle avait une jolie robe rouge, la personne qui était là. Oui, vous vous retrouvez dans la scène, de quoi vous avez parlé? Vous vous retrouvez dans la scène. Mais vous savez que cette scène, c'était le passé. D'accord? Et si demain, je vous dis qu'est-ce que vous ferez demain soir, et si vous imaginez ce que vous ferez demain soir, vous savez que demain, ce sera demain. Alors que dans ce qu'on appelle l'état du stress post-traumatique, eh bien, le souvenir, il est là. Le souvenir, il est devant la personne et il le revit. Et donc, et ce souvenir le terrorise. Et donc, il va faire en sorte de mettre au point des tas de stratégies pour éviter. Vous voyez ça, c'est la grande différence entre ce qu'on appelle un souvenir traumatique et un souvenir lambda. Donc voilà un petit peu résumé ce qu'on peut dire, mais c'est un immense domaine. Mémoire-émotion, c'est une très bonne question, très intéressante, très importante, y compris aujourd'hui au plan clinique. Je trouve que c'est un domaine où on a encore beaucoup de progrès à faire dans la compréhension des phénomènes et puis dans le soin à apporter aux patients. Parce qu'il y a beaucoup de thérapeutiques qui sont proposées, mais soit en aigu, soit dans le suivi de ces patients, mais qui ne sont pas parfaitement validées. Moi, j'avais une question sur le développement de mémoire artificielle. C'est-à-dire qu'on vit une époque où, effectivement, on parle déjà d'artificiel et on a des substituts de mémoire qui fait qu'on peut stocker des images, de souvenirs, comme ça, de manière artificielle. Et les jeunes générations, effectivement, peut-être les réseaux Internet, les réseaux sociaux qui s'approprient. Est-ce qu'il y a des études, est-ce qu'il y a déjà des effets visibles et sensibles sur l'effet du développement des méthodes artificielles, des modes de stockage artificiel par rapport à la mémoire? Est-ce qu'on peut être inquiet ou est-ce qu'il y a là aussi des spécificités qui fait qu'on s'adapte? Alors, moi je ne suis pas spécialiste d'intelligence artificielle, mais dans notre groupe, là, quand on écrit nos livres, il y a un collègue qui est vraiment spécialiste de la question, qui s'appelle Jean-Gabriel Ganassia. Et votre question, alors, est-ce qu'il commence à y avoir des travaux? Oui. Il y a des travaux en cognition, il y a des travaux en imagerie cérébrale. Bon, on manque de recul. On manque de recul pour vraiment avoir des données tangibles, mais il commence à y avoir des travaux. Alors, la question que vous posez, en fait, là aussi, c'est une question complexe qui demanderait beaucoup de développement. C'est en fait un vieux problème. C'est le vieux problème, on peut le resituer dans ce cadre-là, des mémoires externes. Les mémoires internes, les mémoires externes. C'est-à-dire que moi, j'ai ma mémoire interne dans ma tête, et en même temps, je fais confiance à des mémoires externes. Je ne suis pas spécialiste de tout. Par exemple, je ne suis pas très bon sur le foot, le Barça, les résultats du Barça, mais je ne suis pas très bon. Donc, si je dois aller chez des amis qui sont à pro de foot, je vais téléphoner avant à un copain, je sais qu'il a tout, il sait tout sur le Barça. Et donc, on fonctionne beaucoup comme ça, depuis longtemps. C'est-à-dire que, alors avant, on allait voir, comment ça s'appelle, dans les grottes, etc. Vous voyez, bon, oui, il y avait la tradition orale, et puis après, il y a eu l'écriture, après, il y a eu l'imprimerie, vous voyez, on a toujours eu des mémoires externes. Donc, c'est un jeu entre ma mémoire et les mémoires de l'extérieur. Bien sûr, il faut que ma mémoire fasse la synthèse de tout ça. Alors aujourd'hui, je ne lutte pas pour autant votre question. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu une accélération. Il y a eu une accélération extrêmement brutale, avec un phénomène massif qui est qu'avec ça, on a accès à tout. Pratiquement tout. Donc je sais que tout est là-dedans. Moi, je suis vieux, donc j'ai acquis les choses avant ça. Mais les jeunes, pas les petits-enfants, eux, ils naissent avec ça. Donc c'est un changement. Oui, c'est un changement massif. C'est un changement massif. Donc, est-ce qu'il faut être inquiet? Je ne sais pas.
Est-ce qu'il faut être confiant, complètement béat? Je ne pense pas que ce soit bien non plus. Je pense qu'il y a un rôle éducatif très important, il y a une réflexion à avoir avec les éducateurs, les parents, etc. Que ça pose des problèmes extrêmement multiples. Ça pose le problème tel que vous le posez dans le cadre d'une conférence sur la mémoire, c'est-à-dire les relations mémoire interne, mémoire externe, puis ça pose bien tous les autres problèmes, les contenus, etc., vous voyez, qui vont bien au-delà de la conférence. Alors, moi je suis toujours confiant, donc je crois beaucoup à l'éducation. Je pense qu'il faut expliquer, il faut peut-être être un peu directif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le truc là, il soit toujours là. Il ne faut pas qu'il soit toujours là, il faut qu'il y ait des moments de repos. D'ailleurs, dans notre cerveau, on a un réseau qui s'appelle le réseau repos, le réseau par défaut, qui travaille quand on n'est pas stimulé, et qui est manifestement un réseau extrêmement important pour notre fonctionnement psychique, pour la qualité de notre fonctionnement psychique. Et on voit que dans les grandes maladies que j'ai mentionnées tout à l'heure, ce réseau-là, il est dégradé dans les grandes maladies. Donc on voit bien qu'il y a une sorte d'hygiène mentale qui est de décrocher un moment. Bon, en même temps, c'est formidable, parce que c'est un moyen d'accès à la... On est tous d'accord là-dessus, c'est un moyen d'accès à la connaissance qui est formidable. En même temps, il y a plein de pièges, au-delà des contenus. Il y a plein de pièges. Le piège, c'est d'aller vite. Alors évidemment, le gamin qui est né avec ça, il va aller plus vite que les vieux. Et ça, c'est bien d'être rapide. C'est bien. Il va valoriser sa vitesse dans différents cadres professionnels ou autres. Mais aller vite, c'est aussi... Le cerveau, il a besoin d'un certain temps pour traiter l'information. Je n'ai pas eu le temps de parler de ça, mais pour bien l'apprendre, il faut traiter, je l'ai un tout petit peu dit quand même, il faut traiter l'information en profondeur. Si vous passez, si vous voulez, si vous lisez, je ne sais pas, Bergson, Matière et mémoire, Bergson, il faut le temps de lire Bergson. Si vous lisez la critique de la raison pure de Kant, il faut quand même le temps de s'y coller, quoi. Voilà. Vous ne pouvez pas faire ça en 3 minutes sur Internet, quoi. Vous ne pouvez pas. Ça ne va pas aller. Hein. Et ce que vous allez retenir de la critique de la raison pure, ça va être quand même nul. Vous ne pouvez pas, même le monde qui nous entoure, vous ne pouvez pas le comprendre si vous ne faites pas un petit peu Et puis alors à un moment donné, c'est un résumé, mais c'est que ce qui compte quand même, c'est ce que vous avez dans votre esprit, c'est cet équilibre entre votre synthèse, la mémoire c'est une synthèse, la mémoire sémantique, hein, la mémoire des connaissances, c'est votre synthèse, c'est votre opinion, c'est votre libre arbitre, c'est vous, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez... Donc c'est vous, et bien entendu, vous n'avez pas besoin d'avoir tous les détails de tout, mais bon, c'est cette espèce d'équilibre entre les deux. Moi, il y a une situation que j'aime bien, ça m'amuse, c'est les débats à la télévision quand il y a des élections. Ça m'amuse beaucoup. Vous voyez, mais quand c'est important, quoi, quand c'est les deux chefs d'État potentiels. Et là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas Internet? Il faut qu'ils se débrouillent. Il faut convaincre avec leur simple. Bon, il y a le côté théâtral et tout ça qui compte, hein. Il y a le côté un peu tribun, etc. Ça fait partie du jeu. Et ce qui est maintenant redoutable, c'est qu'il y a également, vous avez les informations quasiment directes sur ce qu'ils disent, si c'est vrai, pas vrai. Enfin, vous voyez, c'est quand même diaboliquement compliqué. Hein. Et donc, il faut bien que la personne ait fait la synthèse de tout ça. Et bon, je vous me dirais, tout le monde n'est pas obligé d'être président de la République ou de se présenter. On n'est pas obligé, mais c'est une situation, je trouve, un peu caricaturale de ce qu'on doit être capable de faire quand on a quelque chose à défendre, enfin, quand on veut défendre ses opinions. Donc, et c'est vrai que pour les enfants, il faut leur expliquer ça, parce que c'est pas évident. Parce que pour eux, c'est évident que ça existe depuis toujours. En plus, les effets délétères sur le sommeil et tout ça, qui sont un peu en marge de notre sujet de ce soir, mais qui sont quand même des problèmes sérieux. Les enfants qui sont sur les écrans jusqu'à 11h du soir ou de nuit, c'est catastrophique quand même. Là, c'est quasiment psychophysique. Hein. C'est la qualité des écrans qui fait que
ils reçoivent comme message à leur cerveau le jour se lève. Donc le jour se lève et ils se couchent avec ça. Donc au bout d'un moment, ils sont quand même fatigués, ils s'endorment, mais ils s'endorment avec le message à leur cerveau, le jour se lève. Donc ils vont se réveiller tout le temps. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas développé parce que je n'ai pas pu tout dire, mais la consolidation, c'est le sommeil. La consolidation des souvenirs, c'est le sommeil. Si vous n'avez pas de sommeil, vous ne retenez rien du tout, parce que il ne faut pas croire qu'on imprime comme ça. Hein. Vous avez bien compris que la mémoire, ça bouge tout le temps, hein. C'est un phénomène dynamique, ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et d'ailleurs, c'est très curieux, j'étais avec un spécialiste du rêve il y a une semaine, un chercheur canadien, un bon spécialiste. Et d'ailleurs, il y a une énigme dans le rêve. Les gens qui étudient les rêves, vous voyez, qui font qui réveillent les gens, tout ça, il y a différentes techniques, qui font des carnets de rêves et tout ça. C'est que les rêves, en fait, c'est souvent un amalgame du rêve de la journée, de ce qui a été vécu dans la journée et de ce qui a été vécu 7 jours après. C'est très curieux. 7 jours après. 7 jours après. 7, le chiffre 7. Hein? Donc, ce qui veut bien dire que... Alors, pourquoi 7 ? Alors, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Mais c'est pas farfelu, hein, ce que je vous dis. Hein. Ça a été vérifié par pas mal de chercheurs. Il n'y en a pas tant que ça. Qui travaillent sur des neuroscientifiques qui travaillent sur le rêve. Et sur les rêveurs, et sur les troubles du sommeil, etc. Mais orientés de cette façon. Donc, ça veut bien dire que c'est la synthèse, vous voyez, ce que je veux faire passer comme idée, entre le récent et puis le plus ancien. Et donc, si vous abîmez le sommeil, vous abîmez tout ça. C'est un travail de reconstruction permanente, de consolidation et de reconstruction permanente. Donc, c'est un ensemble, hein, c'est une question très intéressante, qui renvoie aussi au problème des sources. C'est-à-dire que notre cerveau, il est assez fort pour retenir des tas de choses. Il retient des tas de choses. Mais il est moins bon pour les sources. Pour savoir où il a appris telle chose. Vous voyez, ça nous arrive souvent, ça. C'est-à-dire que où est-ce que j'ai appris ça ? Et donc, si vous ne savez pas la source, vous ne savez pas si c'est bien ou pas bien, je caricature. Vous allez sur Internet, vous regardez des tas de trucs à toute vitesse. Vous allez sur le site du Monde, vous allez dans une université, le Mirail et tout ça, Pure Pente. Vous allez dans des sites comme ça très bien. Puis vous tombez sur des sites qui sont médiocres. Et votre cerveau, il regarde tout ça. Si vous allez à toute vitesse, il regarde tout ça à toute vitesse. Et après, il fait la synthèse de quoi ? Et il fait la synthèse de cet amalgame-là, vous voyez. Et ça, c'est quand même c'est aussi un problème. Surtout pour un jeune, pour un enfant. Parce que vous pouvez penser que l'adulte, il a le discernement de dire, il a plus d'outils critiques. Il a plus d'outils critiques. Oui. Ce que je trouve intriguant, c'est la substitution, j'ai envie de dire, des souvenirs chez les personnes malades. Quand vous allez voir une grand-mère, et qu'elle vous dit bonjour maman, qu'est-ce qui s'est passé au lycée aujourd'hui, enfin, alors, on a l'impression qu'il se met à y avoir une cohérence ailleurs, et je trouve c'est vraiment intriguant parce que c'est plus du non-souvenir, c'est de la confusion, c'est de la substitution de personne à personne. Alors, vous avez utilisé 2 mots qui m'intéressent beaucoup. Vous avez dit, vous avez une très jolie expression. Vous dites c'est la cohérence ailleurs, et après vous avez dit c'est de la confusion pour le même phénomène. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Ce que vous venez de dire est très intéressant. Parce que est-ce que c'est une cohérence ailleurs ou est-ce que c'est de la confusion ? Non, mais je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Quelqu'un qui est dans vous décrivez quelqu'un qui est dans un EHPAD, hein, dans une institution qui a des gros troubles de mémoire. Qui a une démence, on va dire, pour dire les choses par leur nom. Donc, qui oublie beaucoup de choses. Qui se retrouve quasiment plongé dans un monde où la personne avait 30 ou 40 ans. Parce qu'elle a quasiment tout oublié après. Je caricature un peu. Parce que ce qu'elle va vous dire, c'est une cohérence ailleurs. La mémoire, elle est en lien avec ce qu'elle perçoit de son identité. Et donc, si la personne... Moi je suis allé... pas si longtemps. Il y a une amie qui dirige un EHPAD comme ça, qui me dit Francis, tu devrais venir chanter à Noël au jour de l'an. À Noël.
Je vais regarder, parce que moi je ne me demandais pas de chanter, enfin c'est vraiment, je ne suis pas excellent, quoi. Il vaut mieux que je parle de la mémoire plutôt que de chanter. Mais bon, c'est une personne que j'aime tellement bien que je n'ai pas pu lui dire non. Donc je lui ai dit, pas d'accord. Donc je suis venu avec ma fille pour un peu. Et donc, mais alors, les personnes de l'EHPAD, les personnes qui vivent dans l'EHPAD, les patients, s'étaient mis sur leur 31 pour accueillir le professeur qui allait venir chanter. Et il y a une dame qui vient m'accueillir, qui me dit, vous allez venir dans mon cabinet. Et en fait, cette dame était rectrice avant d'être à l'EHPAD. Et elle m'a reçu, parce qu'elle était rectrice, moi j'étais le professeur qui venait, elle m'a reçu dans son cabinet. Et je n'ai pas contredit la rectrice. Alors, est-ce que c'était de la cohérence ailleurs? Ben oui, c'était de la cohérence ailleurs, parce qu'elle n'était pas, elle est plus rectrice, et c'était sa chambre. Mais c'était une cohérence ailleurs. Moi, j'ai respecté sa cohérence ailleurs. Moi, je lui ai parlé comme à une rectrice, vous voyez. Mais c'est vrai que c'était aussi de la confusion. On peut dire que c'était de la confusion, parce qu'elle n'est plus rectrice, elle était dans son EHPAD, vous voyez. Mais je pense que est-ce que c'est l'un ou l'autre? Ben, ça dépend beaucoup de la réaction que nous, collectivement, allons avoir face à ce type de situation. Moi, j'aurais envie d'être tolérant. J'aurais envie d'être tolérant. Si vous voulez, vous n'allez pas... Quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer avec une forme sévère, qui croit qu'elle est dans son monde, qu'elle a vécu pendant des années, enfin, cette femme-là, elle a aspiré à être actrice ou... Eh bien, il faut continuer comme ça. Vaut mieux penser faut mieux lui laisser penser que c'est ça le vrai monde. Vous voyez, mais et si vous dites, ben non, c'est pas du tout ça, ben là, vous allez avoir des réactions de deux réalités qui vont s'affronter. Et là, vous allez avoir une vraie confusion. Non, c'est un peu facile, hein, ce que je dis là, parce que c'est schématique. Mais c'est quand même une option de projet thérapeutique pour une institution. Soit on laisse les patients, on ne les remet pas dans l'aujourd'hui, soit on les oblige à être dans l'aujourd'hui, mais qu'un aujourd'hui, de toute façon, qui est inaccessible pour eux, parce que vous avez beau leur dire, ben non, aujourd'hui vous êtes là et c'est comme ça, 2 heures après, ce sera perdu. Oui. L'être humain ne connaît pas exactement ce qu'il est. Mais on est 3 personnes. Le personnage Cosmos, qui est l'air, évidemment, qui pénètre dans l'homme. Et en plus de ça, là, après la morale, dans la tête, et l'enveloppe charnelle, qui est le robot à faire son devoir sur la Terre. Ça, c'est très, très important. Parce que quand on l'étudie comme il faut, on ne sait pas qu'on est des télépathes sur la Terre, et c'est bien la vérité. On est des télépathes, mais menés par le cosmos. Ça, c'est très, très, très important. Un enfant, on le voit tout de suite. Les personnes âgées aussi, tout ça, on peut le voir. Et éviter beaucoup, beaucoup de choses, en tout point de vue. Et améliorer surtout la médecine. Parce qu'elle a besoin vraiment... En France, on est arrivé de la science aux 150 ans, en arrière, envers l'Allemagne et puis envers l'Angleterre. Et la France est un peu fainéante, comme je dis. Pas moi, tout au moins. Mais c'est très important. Oui, il y a un mot qui apparaissait sur une de vos diapos que vous n'avez pas relevé. Vous avez parlé de musique. Qu'est-ce que vous aviez à dire là-dessus? Oui. Alors, la musique, c'est un de mes collaborateurs qui travaille beaucoup dans ce... Oui. Je vais prendre le micro parce que voilà. C'est un de mes collaborateurs. Il est là, voilà. Hervé Platel, qui est ici, qui est professeur dans mon unité, qui travaille beaucoup sur les aspects thérapeutiques de la musique. Et donc il y a un travail qu'on est en train de faire tout de suite donc avec un réseau d'EHPAD. Et parce qu'en fait, on s'est aperçu que des personnes qui ont pourtant une forme sévère de maladie d'Alzheimer, eh bien, apprennent de nouveaux chants. C'est-à-dire que
Donc ces personnes, bon, il y a des ateliers de chant qui sont organisés. Ces personnes participent à ces ateliers, chantent des nouveaux chants, et puis quand on revient les voir les semaines suivantes, on voit qu'elles ont appris ces nouveaux chants, et quand on leur dit, ben, vous savez ces chants, les personnes vous disent, ben oui, parce que je connais ces chansons-là depuis toujours. Ce qui est faux. Ça ne veut pas dire qu'elles mentent, hein. Elles ne mentent pas parce qu'il n'y a pas la volonté de tromper, mais elles pensent qu'elles savent ces chants-là depuis toujours. Alors si vous voulez, c'est un petit peu le même principe que des rapports épisodiques sémantiques que j'ai décrits dans d'autres cadres, à savoir que ces personnes-là, dans un certain environnement, bon, c'est des petits groupes de chants, certainement que la musique a un statut particulier, comme l'art a un statut particulier, mais peut-être plus encore la musique. Donc il y a ces capacités préservées, parce que c'est très important de parler des capacités préservées. Il y a effectivement les déficits. Moi je ne suis pas angélique, hein, je sais bien que ces patients ont des déficits et que c'est très difficile à vivre pour les familles, etc. Je comprends bien tout ça. En même temps, c'est très important qu'on développe des modes de prise en charge innovants qui s'appuient comme ça, par exemple, sur la musique. Et nous, en tant que chercheurs, c'est important qu'on le démontre et qu'on aille encore au-delà. C'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer les mécanismes physiologiques qui sont à la base de ces apprentissages. Alors, ces vieilles dames qu'on voyait sur la photo, ce sont essentiellement des vieilles dames, elles apprennent leurs chansons dans les EHPAD. On emmène dans l'EHPAD une pseudo-IRM, qui est une espèce de tente. Elles se mettent dans l'IRM, dans l'EHPAD, et puis on voit, donc avec les soignants, si elles sont capables de rester dans l'IRM, dans la pseudo-IRM. Et quand elles sont capables de le faire, et quand elles sont d'accord évidemment, elles viennent à Cicéron, je reviens dans mon centre, et elles écoutent des chansons pendant l'IRM. Et donc le but, c'est de montrer quelles sont les régions du cerveau, quels sont les processus neurobiologiques qui permettent ces nouveaux apprentissages. Et une fois qu'on aura montré tout ça, ben on pourra aller voir le ministre, Marisol, et puis lui dire, vous voyez, c'est quelque chose, quand c'est bien fait, ben, les femmes elles se sentent mieux, elles apprennent des choses nouvelles, et elles chantent devant la communauté, devant leur famille, les petits-enfants, etc. Elles vont mieux. Et l'institution fonctionne mieux, il y a moins de problèmes de comportement, il y a moins de confusion mentale, et vous voyez les mécanismes, pourquoi ça se passe. Nous, c'est notre travail de chercheur, de montrer ça. Et ça fait partie de notre travail de neuropsychologue. La dernière question, oui, à toi. Vous avez dit que l'éducation, c'était important, la culture, c'était important, vous mettez un peu la musique à part, mais est-ce que vous avez suffisamment de cohortes, d'exemples, etc., pour dissocier dans vos études le travail que font les gens? Par exemple, est-ce que vous voyez une différence entre les chirurgiens, les profs de maths, les psychologues, etc. Oui, c'est ça qui est difficile. C'est ce que je vous disais. Après, ce qui est difficile, c'est quand on rentre dans le... C'est quoi exactement les mécanismes qui sont à l'origine de la raison. Et c'est pour ça que dans les grandes études, en fait, ce qui marche bien, c'est les choses extrêmement générales. Niveau d'études, ça marche très bien. Après, on se rend bien compte que c'est idiot, hein, parce qu'il y a des gens, surtout les gens âgés, les gens qui ont vécu la guerre, etc., il y a des gens, ils sont arrêtés à l'école à 14 ans, et puis bon, ils sont devenus des chefs d'entreprise, et ils ont des qualités humaines. Bon, on a bien conscience de ça, mais après, c'est très compliqué. Quand on veut affiner, c'est très compliqué. Parce que vous n'avez pas assez de sujets d'études ou parce que... Non, c'est parce que c'est très compliqué quoi, de rentrer dans les... Soit on fait des études individuelles, vous voyez, on fait de la neuropsychologie du cas unique, et là on a tout le détail, on a vraiment la spécificité du patient. Soit on travaille sur des grands nombres, vous voyez, on fait de la neuropsychoépidémiologie sur des milliers de personnes qu'on va suivre, et là bah, c'est beaucoup plus difficile de rentrer dans les paramètres qui vont s'appliquer à toutes ces personnes. Mais je crois que c'est assez facile à comprendre pourquoi c'est un peu ce que je dis, parce que la division disciplinaire n'a pas grand-chose à voir, à mon avis, avec la façon dont les gens pratiquent cette discipline.
Vous pouvez avoir un matheux qui a un esprit tout à fait algébrique et dogmatique, je suis matheux, ou un matheux qui a au contraire un esprit physique, imaginatif et représentatif. Et ce que je dis pour les matheux est aussi valable pour les ingénieurs, aussi valable pour... Vous avez des informations. À l'heure actuelle, avec les big data, vous avez d'une part des gens de big data qui sont rigoureux, algébriques, coupés les choses en quatre, et d'autre part des gens de big data qui sont tout à fait statisticiens, imaginatifs, approximatifs, etc. Donc il n'est pas étonnant qu'on n'arrive pas à caractériser ce genre d'activité par la forme cérébrale, à mon avis. Je ne suis pas en contradiction, mais c'est la question que je posais, parce que je suis en partie d'accord avec vous, mais je voulais savoir si effectivement, à ce niveau-là, il n'y avait pas justement de contradiction de ce que l'on voit ou au contraire une affirmation. Ce qui serait intéressant, c'est plutôt la mémoire des lieux, voir s'il y a un rapport dans certaines activités, par exemple, et la mémoire des lieux, la mémoire visuelle. Je me suis aperçu que certains fonctionnent avec une mémoire visuelle et d'autres fonctionnent au contraire avec une espèce de mémoire abstraite qui classe des choses. Ça, peut-être Il y a une question que je me permettrai de vous poser tout à l'heure. Oui, très bien. Parce que, très bien. Par contre, je voudrais dire aux gens qu'il y a ici des livres qui les intéresseront. Et je voudrais vous demander quel est dans ces ouvrages les trois qui paraissent le plus importants. C'est très différent parce que, par exemple, celui-ci, c'est un livre que j'ai fait avec des collègues, c'est sur la maladie d'Alzheimer, c'est très spécifique. Celui-là, c'est chez l'enfant, qui vient juste de sortir chez Odile Jacob, la neuroéducation, c'est un petit peu la thématique qu'on avait tout de suite, hein, c'est les liens entre l'éducation et puis la suite. Puis ça, c'est un livre qui est un petit peu plus ambitieux, sur les chemins de la mémoire, c'est plus une synthèse de ce qu'on sait sur la mémoire aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Après, c'est des livres collectifs, ça c'est prévenir les troubles de mémoire, c'est sur la réserve cognitive. Voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre attention.